Ah tiens, dis donc, t'as vu, il y a Namor et Aquaman qui sont devenus citoyens d'honneur de la ville de Paris, là. Voilà. Louf. Une blague qui ne tombe pas à l'eau. Le mec l'avait tellement préparé. Depuis hier. Ah là 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 là. Bonjour et soyez bien les bienvenus dans ce 48e épisode de 48e. Comics Cast. Pendant une heure, on va parler de comics et de leurs univers, avec plein de mauvaise foi et un peu d'humour, et de gentillesse et de bonté. Beaucoup d'amour. De l'amour aussi. Ouais, et de l'eau. Parce que c'est cool. Beaucoup d'eau. Pourquoi tu parles en langue des signes en même temps? Non, en fait, je fais des gestes, mais c'est vrai que c'est pas très très radiophonique. Pendant une heure avec mes petits chroniqueurs sur Radio Kawa, on va parler de plein de séries intéressantes. Mais d'abord, on va dire bonjour à nos petits chroniqueurs, justement. Avec nous ce soir, il y a Adrien. Non. Et non. Non, Bonsoir. Adrien j'aimerais bien en savoir Espagne. Tu Tu as vois, c'est quand même- confondu avec Adrien. Non, personne, je Mais fais exprès. enfin. Genre. Oui, oui. J'adore Disney. Il y a... Et la musique. Mhm. Il y a donc Zef, excusez-moi. Ah, c'est bon, c'est moi que t'as confié avec rien en plus. Non, pas du tout. C'est bon. Non. Bonsoir. Il y a Gaylor. Ou bonsoir. Il y a Lucille. Hello. Et notre réalisateur préféré sans qui rien de Et bonsoir. cela ne... Ok. Pardon, excuse-moi, non, mais vu que j'étais loin du micro, je me suis dit pardon. Bonsoir. Le bonsoir, c'est... Ouais, je suis là. C'est Joe, tout à fait, oui. Voilà, dans le studio BDOFM Je suis ravi. qui nous permet de rentrer là-dedans et de nous asseoir autour de cette table. Maintenant, mythique. Au programme, aujourd'hui, on a plein de choses intéressantes. En l'occurrence, Gaylor nous parlera de The Wrath of the Eternal Warrior. On a Lucille qui nous parlera de Rachel Rising et Zef qui nous parlera de Daredevil. Dans le focus, à nouveau, Lucille nous criera son amour pour Wonder Woman Odyssey. Et enfin, dans Hors les Bulles, on reviendra sur la série Agent Carter dans sa deuxième saison. Comme d'habitude, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, vos recommandations, vos messages, vos bisous sur Twitter, Facebook et le site officiel de Radio Kawa, rubrique Culture et Art. Ou votre détestation aussi. Ouais. Un truc qu'on tout, dit jamais, c'est Bah, de dire quand aux même. auditeurs de mettre des petites étoiles sur iTunes. Tout le monde Oui, le dit. Comme les Uber, tu vois. Genre, mettez-nous 5 Voilà. étoiles. Et on saura qui vous êtes et on vous jugera par rapport à la note que vous nous Non, bah, avez. si paraît, c'est bien. Envoyez-nous des emojis bacon. Aussi, oui. Par la poste. Et pensez à la diversité de notre case, donc en faisant bien dérouler tous les tons, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément tous blancs ici. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Non mais tu sais les smileys tu peux les mettre gris, Ah oui, ça y est, jaune, d'accord, ok. orange. Il y a Ouais, même j'étais des encore sur le roues bacon. maintenant. J'ai des Je l'avais pas. J'étais encore sur le bacon. Moi aussi. Soit. Première partie les revues et c'est juste après ça, Comics Outcast numéro 48, c'est parti. But if you put the hammer in an elevator, it would still go up. Elevator's not worthy. Les revues, trois comics que nous avons choisis, que nous avons lus, les trois premiers numéros et on en discute pour la première fois ici pour vous donner nos avis. Première revue de ce soir, il s'agit donc de The Wrath of the Eternal Warrior. C'est Gaylor Ouais. qui a la parole. Ouais. On t'écoute. J'attaque. Alors, pas facile de commencer déjà la lecture de Wars of the Eternal Warrior. Je me rends compte de ça quand j'ai relu ça juste avant l'émission en fait. Parce que ça suit un event, le deuxième event depuis qu'on parle de Valiant dans cette émission, à savoir Book of Death. Dans Book of Death, en fait, tout simplement, l'héros principal de Wars of the Eternal Warrior, Gilad, le protecteur des Geomancers dont on avait parlé déjà dans... Le mec dans qui affronte Bloodshot. la mort à chaque fois C'est ça, le mec sous avec une sa- forme différente là. Exactement, le mec D'accord, avec sa ok. grosse hache qui protège. Ah, je me des suis rappelé Geomancers. d'un truc. Ouais. Ça c'était dans Bloodshot, c'est ça? C'était dans The Valiant. Non, The Ah, Valiant. Valiant, pardon, The le Valiant, grand il- crossover. Il avait rappelé dans. Voilà, et dans après, le chat. t'as un titre Bloodshot Reborn où t'as que Bloodshot, et là, Wrath of the Eternal Warrior, tu vois, Gilad qui continue son petit bonhomme de chemin, mais qui arrive beaucoup plus tard, parce qu'entre deux, il y a eu un autre event, comme je le disais, dans lequel, à la fin, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Non mais, ça commence comme ça. Oui. Première page, il est aux enfers. Et qu'est-ce qui se passe dans les enfers? En fait, le pouvoir de Gilad à la base c'est d'être invincible on va dire. Il n'est pas immortel, il peut mourir mais il lui faut un petit peu de temps puis il ressuscite en fait. Et sauf que là en fait Tranquillou. il a gagné le droit de mourir pour de bon.
Genre voilà, c'est bon, t'as fait ta mission, mec, ça fait 6000 ans que t'es là. Je pense qu'on peut dire que ouais, c'est un bon CDI, quoi. C'est bon, on peut arrêter là. On est d'accord en plus sur le fait qu'il échoue tout le temps. Il échoue Genre, tout le temps. T'as bien foiré ton jeu pendant trop longtemps. Et au moment où il réussit à la fin de Book of Death, finalement c'est lui qui meurt, quoi. Allez, crève. Voilà. Et donc du coup, en fait, il a gagné le droit de mourir. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que le concept de la mort justement s'applique à ce guerrier éternel? La réponse, oui, en fait, si t'as envie de te la couler douce. Et non, si tu t'appelles Gilad et que tu es un putain d'obstiné qui va absolument sauver l'humanité à tout le temps, à n'importe quel moment du jour, de la nuit. Et c'est ce qui arrive en fait dans cette série. Il arrive aux enfers et il continue en fait. Il veut à tout prix rejoindre le monde des hommes. Sauf qu'il arrive dans son paradis à lui en fait, qui est constitué de l'amour de sa vie, une femme qu'il a rencontrée il y a de ça 5000 ans il me semble, et des enfants qu'il a eu à travers ces 6000 ans. Une sacrée, ouais. Oui voilà, il y en a à peu près Il y en a 5-6, voilà. Dis donc alors, Gilad. Oui, on se laisse pas aller avec la même personne ou pas? Oui. Non, bien sûr que non. Ah voilà, d'accord, ok. Une cousine. Une femme dans chaque millénaire. C'est ça. C'est beau ça. Ne soyez pas jaloux. Et ça fait que 5 hein. Et en fait tout simplement c'est un comics d'ambiance. En fait je m'explique. Ça commence dès la première page. T'as une case pour chaque action. T'as une tête de démon, case d'après une hache qui s'envole, case d'après une hache qui arrive dans le coin de sa gueule, case d'après la tête de Gilad super vénère. Et en fait cette page, on peut dire qu'elle résume très bien l'ambiance du comics, ce qu'on va avoir en termes de contenu, de composition, parce que c'est un... Comment dire j'ai même pas encore parlé des auteurs. Ah oui, n'importe quoi. Qui est-ce qui écrit? Le dessinateur c'est Roll Allen. Roll Allen que je connaissais pas il y a 6 mois en fait, qui a dessiné un chapitre de Bloodshot Reborn dont je parlais la dernière fois, un chapitre complètement psychédélique dans lequel Bloodshot se laisse complètement envahir par son sidekick en fait. Et il entre dans un univers complètement délirant avec il a une blood cave avec une blood mobile avec c'est n'importe quoi, il se laisse complètement posséder par cet avatar. Et là, en fait, Roll Allen prend en charge toute la partie graphique, que ce soit aussi bien les couleurs que la composition, que l'ancrage, en fait tout. Il fait absolument tout. Et au scénario, on a justement Robert Venditti. Robert Venditti, justement, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de Book of Death, et c'est lui qui a scénarisé Book of Death. Donc c'est vraiment dans la continuité de cette série. On garde ça dans la famille, et du coup, les gens gardent un historique de ce qu'ils ont déjà composé, donc au niveau de l'histoire ça reste quand même bien concentré quoi. Ouais c'est ça, comme je disais tout à l'heure, t'as The Valiant et juste après Bloodshot Reborn, les deux faits par l'émir, et de l'autre côté t'as ça aussi, t'as un mec qui est arrivé sur un event, qui était déjà là avant, mais qui a relancé un perso via un event et qui après continue une belle cohérence dans son coin, voilà c'est ça. Et comme je le disais en fait c'est des cases avec des mouvements très décomposés, des cases minimalistes. On est dans un comics moi je trouve très visuel. Et c'est ce qui accentue justement l'ambiance pesante. Le côté, déjà on est en enfer, c'est pas rigolo tous les jours. Et en plus, ce découpage vraiment très... moi je pense qu'on peut même parler de chorégraphie à ce niveau-là. C'est vraiment très très bien décomposé. Et je trouve, pour moi c'est ça fait un moment que j'ai pas vu un comics aussi beau, aussi bien dans sa mise en place que dans son dessin. D'accord. Et je vois que Zef Dodeline de la tête, il nous donnera son avis juste après. Qu'est-ce que je voulais dire en fait, j'ai pas envie de raconter ce qui se passe parce que il se passe des choses, mais en gros, si je te dis que tel chapitre il se passe ça, en fait, je te spoil tout le chapitre quoi, parce que c'est un truc qui se décompose. Il y a une situation qui se décompose très très lentement et qui prend son temps pour se poser. Tout ce qu'il faut retenir en fait de Wars of the Eternal Warrior, c'est que c'est un peu en fait c'est l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à se résoudre à vivre dans son paradis. Et qui est hanté par cette espèce de mission infinissable et qui est celle de sauver les humains, donc cause perdue, mais lui il va absolument retourner sur Terre pour ça, et qui est prêt du coup à abandonner son paradis, à justement, je l'avais pas encore dit, mais ce paradis est connecté, pour rejoindre le monde des humains, il y a une espèce de grande porte, très emblématique, très... Une correspondance quoi. Voilà, une correspondance, et justement entre les deux, il y a les enfers. Les halles de l'univers. Il y a plein... Voilà, en fait, c'est le couloir du RER A. C'est ça, voilà, ok, c'est qui est vraiment l'enfer pour le coup. On est bien d'accord. Et
On parle de rage dans ce comics, enfin le titre parle de rage et c'est pas une rage un peu, je vais faire une petite comparaison avec très brève avec ce dont on va parler tout à l'heure avec Wonder Woman. C'est pas l'ado qui se lance dans une bataille en hurlant et en cassant toutes les bouches qu'elle voit autour d'elle. C'est plus une rage sourde en fait, c'est plus un mec qui sait exactement ce qu'il veut, qui n'a pas peur de foncer vers son objectif. Et qui a vraiment 6000 ans d'acquis, donc on n'en a pas... on n'a pas parlé, donc c'est vraiment genre le mec il connaît tous les arts martiaux. C'est comme si t'arrives chez Darty, le mec qui bosse chez Darty depuis 6000 ans, tu sais. Et le mec connaît tout. Il connaît tous les putains d'articles. T'as la comparaison pour le pauvre gars, il donne sa vie pour l'humanité, tu le compares à un vendeur d'arty. Putain, c'est chaud. Si t'es un bon vendeur d'arty, tu donnes ta vie pour ta commission. Les pauvres, quoi. Les mecs ils touchent 2%, tu sais. Ouais, monsieur 5000 ans, ça commence à faire beaucoup. C'est ça le truc, quoi. Désolé pour la digression. Le joli chèque de fin de mois. Oh là là. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. C'est bien en fait, je suis désolé, hein, mais c'est bien. Hein. Non, c'est vraiment cool. Ouais, c'est tout ce que t'aimes dans un comics avec un mec avec une grosse hache, quoi. Il défonce tout ce qui bouge. Et en même temps, il est torturé par son passé, par son expérience, par tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il doit abandonner justement pour sauver l'humanité. Enfin, et ça arrive jusqu'à la fin du chapitre 4. Normalement, c'est un run. J'aurais dû vous dire de lire jusqu'au chapitre 4 parce que c'est vraiment un run complet pour le coup. Et à la fin du chapitre 4, il se réveille. Et je vous dis rien du tout. Bah non. Il se réveille dans... Enfin voilà. Mais qu'a failli dire, Voilà. je vous dis rien, mais il se réveille dans... Non mais c'est à vraiment Disney World en fait. pour les mecs qui ont lu The Valiant et qui se rendent compte à quel point ce personnage est triste, mais là c'est au-delà de la tristesse quoi. C'est The Valium. putain. T'es sûr? Tout le monde a la pêche hein, ce soir. Hein. On a la blague d'intro était pas folle, mais il y en a beaucoup pendant l'émission. C'est quoi? L'arc s'arrête au chapitre 4 et ça continue derrière? Oui, ça continue. J'ai parlé C'est un de arc run. introduction, Ouais. Oui, C'est le ça. run, oui, d'accord. Ouais. C'est ça, voilà. Du coup, on va demander à Lucille ce qu'elle en a pensé. Eh bien, je n'ai rien compris. voilà. Vraisemblablement. J'avais demandé si on pouvait commencer la lecture voilà, par ça, mais j'ai ma vraisemblablement, réponse. Gaylor m'a donné des clés, donc je pense que je vais les relire avec plaisir, parce qu'effectivement, ça a été super confus, mais j'ai eu un vrai coup de cœur visuel, notamment justement sur toute cette particularité dont il parlait avec des cases, des petites cases dans lesquelles il y a beaucoup d'action, etc. Le côté très découpé, j'ai trouvé le dessin très chaleureux et l'univers très attirant visuellement. Donc c'est ce qui m'a poussé à continuer à lire vraiment les trois, même si du coup l'histoire a été plus que nébuleuse. Mais du coup maintenant que j'ai quelques clés, je pense que je vais m'y plonger avec plaisir. D'accord. Il y avait juste, excuse-moi, Gaylor je te Volté, coupe. ouais, pardon. Il y avait juste, j'ai oublié de dire justement, il y a juste une page au milieu du chapitre 1 qui résume un petit peu ce qui s'est passé avant. Il parle d'un ennemi qui s'appelle Darky. Oui. Et mais- c'est ce méchant qu'on voit dans Book of D'accord. Death et il résume ça en une page en gros. Oui, mais du coup, Sans c'est pas assez. aucune Mais référence. pas assez, voilà. ça manque de contexte. Ça manque Exactement. d'un truc au début qui t'introduit vraiment dans l'histoire. Ouais. Enfin, au début, tu as juste une infographie qui te dit voilà, ce mec a vécu 6000 ans, hop, frise chronologique. Il a vécu à l'ère de Mésopotamie. Oui, avec de la des Chine, armes, de des machin. machins, des bidules, donc Ouais. c'est pas. Bah, c'est- Ah, Ah non, mais je c'est- découvre en même Bah, temps. écoute. Ah mais c'est super beau. Ouais, ouais. Et du coup, on va donner la parole à Zef. Est-ce que toi, par contre, du coup, t'as été séduit parce que t'avais un peu le passif des autres histoires ou Non, j'ai pas le passif du tout. Et alors, c'est un peu dur. J'ai pas été séduit. Alors, visuellement, c'est beau. Voilà, les planches sont belles, les couleurs sont superbes, machin et tout. Ah. Je trouve, juste un bémol sur l'action en fait que je trouve ultra plate en fait. Je trouve que l'action est trop posée. Je sais pas comment dire ça en Juste fait. Parce que c'est beaucoup découpé en fait, du coup aussi peut-être. Ouais, mais en fait, quand le gars donne son coup de hache, t'as l'impression que il est posé en fait, qu'il n'y a pas eu d'action mise. En fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, visuellement, j'ai toujours un problème avec ça. Et Manque de dynamique. Ouais, exactement, Ouais. ça manque vraiment de dynamique dans l'action, merci Joe. Donc du coup ça m'a un peu gêné pour les folles scènes de baston qu'il peut y avoir contre les armées de démons, parce que j'ai l'impression que c'était ultra plat et ça me faisait un peu plus chier en fait du coup. Pour le reste c'est trop nébuleux pour moi, je vais faire mon Adrien en fait. C'est juste que c'est extrêmement lent en fait et ça m'a un peu gonflé. Mais c'est perso. Non, mais Je pense que je finirai quand même l'arc parce que là, effectivement le cliff sur le troisième issue est assez classe, mais si je donne, enfin voilà, comme tu l'as dit en fait ça se lit pas vraiment tout seul et c'est ce qui est un peu dommage en fait. Faut C'est lire le bac. peut-être le côté justement pesant, comme je te disais, qui est vraiment décomposé par chaque case, qui peut justement peut-être alourdir l'action. Bah,
Tu vois, ralentir vraiment l'action à fond, quoi. Toutes les phases où il est avec sa femme et ses enfants, je trouve ça ultra cool que ce soit justement bien découpé, parce que tu sens que le mec est pesé, qu'il n'a pas envie d'abandonner sa famille ou qu'on lui reproche à mort et tout. Donc il y a vraiment cette ambiance de je laisse la femme de ma vie et mes enfants pour faire un boulot que j'aime. Et ça c'est cool, mais du coup ça se répercute, j'ai l'impression, sur tout le reste. Mais c'est un peu, à mon sens, un peu dommage. Alors, The Valiant, pardon, non, The Wrath of the Eternal Warriors, c'est sorti chez The Valiant l'année dernière, en fin d'année, et c'est disponible uniquement en anglais pour le moment. Oui, ça va bientôt sortir en France. Il y a 9 chapitres en anglais. Du coup, est-ce que tu sais qui le traduit ? Enfin, qui le diffuse en France ? C'est Bliss Comics. Ouais. J'en avais parlé la dernière fois. Tu sais, ils ont repris tout le catalogue Valiant. Ils ont édité en livre à partir de The Valiant, justement, l'event dont on avait parlé la dernière fois. Et je sais plus, je crois que c'est via Comixology, ils proposent ce qui arrivait avant, donc entre 2012 et 2015. Ah ouais, intéressant. Ils le proposent, pour rattraper. Voilà, et ils le proposent ils ont déjà tout traduit et ils le proposent en téléchargement, mais pas en livre. Intéressant, vous devriez vous y pencher. Deuxième revue de cette 48e émission, c'est Lucille qui va prendre la parole. On va parler de Rachel Rising. Oui, Rachel Rising, c'est un comics que j'ai découvert il y a quelques années déjà, puisque En fait, j'ai choisi de vous parler d'une vieille série, tout en faisant quand même une review, et sans savoir en fait que le dernier numéro est paru ce mois-ci. Donc en ce moment. Donc Rachel Rising, c'est une série qui date de 2011 à la base, enfin qui a commencé en 2011 et qui est l'œuvre de Terry Moore, qui est en fait à la fois auteur et illustrateur, donc c'est vraiment son bébé. Et c'est tellement son bébé que le type il a fondé sa propre maison d'édition après avoir bossé chez des types pas connus comme Marvel et DC pour pouvoir avoir, on connaît pas, pour avoir en fait toute l'indépendance possible et la possibilité de faire vraiment ce dont il avait envie. Donc il a créé sa petite maison qui s'appelle Abstract Studios et grâce à laquelle il a déjà fait plusieurs comics auparavant. Il a d'ailleurs reçu pas mal de prix. Enfin, le type, il est un peu, il est vachement estimé, même s'il est en dehors des grosses écuries. Et donc, il a écrit Rachel Rising, qui a donc commencé en 2011, qui est composé de 42 issues. Donc, la 42e vient de sortir, mais nous en avons lu les 3 premières à la base, puisque tel était le contrat. Mais mes collègues pourront en témoigner, ils ont eu du mal à s'arrêter. Donc, qu'est-ce que Rachel Rising ? Rachel, c'est une petite blondinette, une jeune femme blonde, plutôt jolie, hein, on va pas se cacher, qui vit dans une bourgade qui s'appelle Mason, et qui un jour, en fait, se réveille en plein milieu de la forêt, car elle a été enterrée. Et donc elle se réveille littéralement sous la terre, donc vas-y que je gratte, etc. Machin. Elle arrive plus ou moins à rentrer chez elle en faisant du stop, mais ben voilà, elle s'est un peu réveillée. La grosse gueule de bois, quoi. Voilà, elle s'est réveillée enterrée au fond des bois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand elle se regarde dans le miroir, elle se rend compte qu'elle a les yeux qui sont injectés de sang, qu'elle a autour du cou un collier d'échymose. Et là, elle se souvient vaguement que quelqu'un a essayé ou l'a étranglée, puisque à ce moment-là, elle ne sait pas si elle en a réchappé ou si elle est morte vivante. Et donc, bien évidemment, elle va essayer de partir déjà à la quête des dernières heures, puisqu'elle se rend compte qu'elle a été absente 3 jours. Et donc, elle va aller à la rencontre des personnes qu'elle connaît bien, donc à savoir sa meilleure amie qui s'appelle Jet, et sa tante Johnny, qui est médecin légiste en plus en ville, donc il s'y connaît un petit peu en cadavre. Et donc, elle va essayer de recoller un peu les morceaux pour savoir ce qui s'est passé. Et bien évidemment, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas le seul élément étrange de ces derniers temps. On va croiser une femme qui se trouve être là et puis des fois pas là, qui est vue par certaines personnes et pas d'autres, qui est présente bizarrement, et ben après il y a des morts, voilà, il y a d'autres cadavres qui vont revenir à la vie, des cadavres qui ne vont pas revenir à la vie, et voilà donc à peu près Rachel Rising. Donc c'est marrant, okay. Ça a l'air bonne ambiance. Ouais. Voilà, alors effectivement. On chronique des trucs super joyeux ce soir. C'est de l'horreur slash épouvante, mais c'est pas du tout dégueulasse puisque le dessin est en noir et blanc, les traits sont très fins, visuellement c'est vraiment très léché, c'est très soigné, sans faire trop de chichi. Et du coup c'est très agréable à lire, les personnages sont vraiment attachants, l'écriture est assez intelligente, cette espèce d'ambiguïté survivante, mort-vivante, etc. Qui est cette fameuse femme qui dès qu'elle apparaît crée des trucs, c'est vraiment voilà. C'est pas forcément le titre le plus révolutionnaire que j'ai pu lire de ma vie, mais il y a quelque chose d'extrêmement attachant dans les personnages et dans l'écriture et dans l'ambiance qui donne vraiment envie d'aller au bout, pardon. En plus, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure en interne,
hors antenne, putain, je vais y arriver. On dirait moi. Oh, c'est mignon. En interne, c'est sympa. Hors antenne. C'est que donc, dans la mesure où c'est un comics indépendant, la parution dépendait vraiment du succès de l'œuvre. Et depuis quelques mois, les ventes étaient en déclin, même si effectivement à chaque fois ils essayaient de renouveler un peu les cliffhangers, etc. Et donc au mois de janvier, ils se sont dit le 42e, on arrête. Mais voilà, donc ce qui fait que c'est pas un truc qui a été écrit en disant voilà, ça va durer tant de trucs. Donc ce qui fait que ça se renouvelle un peu pas mal. Après moi j'ai lu que jusqu'au 15. Je crois que mes petits camarades ils ont lu plus loin, donc je vais leur passer la parole. Alors du coup Zef. Alors pour donner mon avis sur cette série, moi je kiffe, mais j'avais commencé la série au moment où elle était sortie. J'ai lu à la base j'avais continué jusqu'à un peu plus du numéro 15, je crois, du numéro 17 ou 18, et effectivement quand Lucille a proposé d'en parler, je fais mais oui ça défonce. Et donc ça m'a fait ultra plaisir effectivement de retrouver ça. Du coup t'as relu pour te replonger dedans? J'ai relu depuis le début, je me suis arrêté là du coup, je crois que j'ai dit 29 ou 28, un truc comme ça. Et en fait, peut-être t'as tout dit en fait. C'est une tuerie. La série démarre sur les chapeaux de roue. En fait, ça te happe directement dans l'histoire. Le dessin il est parfait parce qu'il est détaillé à tout point. C'est-à-dire que le moindre détail est super important. À un moment, ça se passe en hiver. T'as le cône de froid qui sort à chaque fois que les gens respirent, et il y en a qui l'ont pas en fait. Et juste sur le coup, tu te rends pas compte. Ouais. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, tu te rends compte que certains l'ont pas, certains l'ont. T'as plein de petits détails comme ça qui sont super intéressants. C'est effectivement un peu d'épouvante, horreur, mais c'est pas du tout glauque. C'est crade, mais c'est pas glauque. Attention, parce qu'il y a des meurtres qui sont vraiment crades. Il y a des petits points d'humour noir qui sont parfaits. Vraiment, je pense à la gamine, à Zoé, qui est juste parfaite à tout point, sur tout ce qu'elle fait en termes d'humour et de décalage un peu horreur. Voilà, je kiffe. J'étais content de savoir que la série s'arrêtait au niveau à 42e épisode, et parce que je vais pouvoir m'avaler le reste sûrement ce soir en rentrant chez moi. Lucille. Oui, juste pour préciser, donc c'est le 42e en anglais bien sûr qui vient de paraître, mais la série est disponible en fascicule en français puisqu'elle a été traduite par Delcourt. D'accord. Okay. Intéressant. Ok. Gaylor, toi, est-ce que pareil, parce que j'ai l'impression qu'on a 2 sur 3 là, est-ce qu'on va avoir un home run avec toi? Est-ce qu'on a un home run? Bah écoute, oui, un petit peu. On a gagné l'émission. Vas-y. Moi, j'étais pas convaincu dès le tout départ en fait. Quand j'ai ouvert ça, nous on a l'habitude de chroniquer des séries où tu as un dessinateur, plus un encreur, plus un coloriste. Généralement, un mec qui en fait 2 sur 3. Et là, j'ai l'impression de tomber en fait sur un blog BD indépendant. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle nous a fait lire? Franchement, premier chapitre, je me suis dit ça, putain, c'est chaud. Et en plus, je confondais au début les 2 blondes. Alors ça, pour moi, c'est mon seul point négatif. Ouais. C'est que tu as 2 persos principaux qui sont identiques. Donc le mec, il a pas un trait... Moi, j'aime beaucoup son dessin. Mais il a pas un trait, très fouillé. Ce qui fait que le mec dessine 2 blondes d'1m80 blanches. Il change de coupe simplement, et puis moi j'ai l'impression que c'était t'en avais une c'était l'esprit, l'autre c'était le corps qui était manipulé. Enfin moi j'étais parti sur autre chose, tu vois, puis après à la fin je me suis rendu compte, à la fin du 2e chapitre je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Je pense que c'est volontaire au début, mais ouais. Alors moi je me suis arrêté qu'au chapitre 8, donc je suis pas allé aussi loin que vous, mais j'ai vraiment été séduit. Il y a un truc qui s'est passé avec ce comics et je pouvais vraiment pas m'arrêter de le lire, quoi. C'est-à-dire que ça m'arrive de pousser au 4e, 5e chapitre, et après au bout d'un moment je me dis bon j'arrête, de toute façon ça sert à rien que j'aille plus loin. Et là j'avais même pas encore lu Wonder Woman, que j'étais déjà au 6, 7, 8, et je pouvais pas m'arrêter, quoi. Et comme je le disais, le côté blog BD, moi j'ai l'impression en fait j'ai commencé ça dimanche matin avec mon café, tu vois, et des fois ça m'arrive de lire des blogs BD comme ça indépendants, et jusqu'à 17h t'es sur le même artiste et t'as lu toute sa collecte. Et là j'étais vraiment parti là-dedans, quoi. Sauf que bon, il y avait d'autres trucs à lire et c'était chiant, voilà. Mais fallait que je relise mon Wars of Eternal Warrior et que j'explique à tout le monde de quoi ça parle, donc ça m'a un peu saoulé. Et mais ce que j'ai bien aimé dans cette histoire aussi, c'est t'as un fil directeur avec Rachel et t'as des histoires annexes qui se passent dans la ville. Ouais. Tout ça a l'air d'être une petite ville. Et tu as cet esprit un peu vengeur, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais il y a certaines personnes qui le voient, qui le voient pas, et dès que quelqu'un le voit, et en fait il y a un malheur tout de suite. Genre c'est un couple qui s'aime, qui est sur le point de se marier, et puis d'un coup, il suffit que la meuf arrive, elle parle dans l'oreille du mec, et le mec déteste sa femme, quoi. Ah, mais le pire, c'est que c'est vraiment... et ça marche bien, c'est argumenté. Ça marche super bien, quoi. Ah, ouais. Non, mais... c'est vraiment fou, quoi. Et
aussi bien les dialogues aussi entre Jet, Rachel et, et Johnny, La sa tante, tante, ouais. sa fameuse tante Johnny. J'ai eu du mal au début. Oui, au début j'ai cru que c'était un Ouais, mec bah, parce moi qu'elle aussi, l'appelle voilà. tante Johnny, je fais ok. Ok, voilà. Bon, écoute, C'est ouais. peut-être Johnny Ye. Non, c'est Non, Johnny. Johnny Non, c'est Hallyday. Johnny, Ah, elle ouais, est écrit ouais. comme Johnny Hallyday. Mais je pense que c'est fait Étrange. exprès que l'ambiguïté soit laissée. Ouais, je c'est pense, très bien, ouais. ça fait partie du personnage. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment une très bonne lecture. Ah bah ça me fait plaisir. Zef, tu veux ajouter quelque Ouais, chose? le seul truc que je reproche à la série, mais c'est peut-être au bout d'un moment, c'est que ça fait un peu effet Walking Dead, on en parlait avec Joe en off tout à l'heure, c'est que par moment en fait la série, tout l'épisode, il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de discussions qui est intéressant parce que c'est fouillé, parce que voilà, ça amène une ambiance, mais en termes d'avancement d'histoire, il se passe pas grand chose. Et du coup, il y a juste les 2 dernières pages où il se passe un cliffhanger vraiment de dingue et tu fais putain, mais c'est quoi ce truc? Et effectivement, t'es obligé de passer à la suite. Mais du coup, il y a beaucoup d'épisodes qui sont un peu comme ça et du coup, ça fait un peu chier de se dire bon. Mais est-ce que c'est pas mieux justement Moi, juste c'est ce que créer, j'ai aimé justement. de présenter en fait le Ouais. genre un peu comme dans beaucoup de séries, la série toi, t'as c'est lu le 8 personnage numéros, principal, tais-toi. c'est la ville quoi. Oui, non, c'est C'est genre, intéressant. ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est ce que j'ai aimé pour sur ça le que livre. c'est pour ça que je dis que c'est effectivement intéressant parce que ça amène du lore entre guillemets sur la ville et sur les autres personnages, mais l'histoire principale n'avance pas et du coup ils la font avancer que par épisode très rapide en disant oh regarde ce qui se passe, ça Ah c'est oui ouf. c'est vrai, on a Regarde ce qui des se passe, ça, c'est ouf. on a des héroïnes et Voilà, il et faut en fait peut-être, t'as l'impression que c'est juste à la fin du truc et où le gars s'est dit ah putain en fait faut que je Ouais. raccroche le lecteur, donc je vais mettre un truc à la fin pour le faire à patienter encore quelques numéros pour la grosse révélation qui va arriver. Et alors Ah, pour putain. finir C'est marrant parce que toi, tu trouves que les fins sont vraiment J'ai dit cliffhangerantes. J'ai dit au bout d'un moment. Au bout D'accord. d'un moment dans la série, D'accord. j'ai eu l'impression d'avoir que ça, mais c'est peut-être Alors, qu'un passage en fait. hein. Moi, du haut de mes 8 chapitres, en fait, j'ai l'impression que moi, c'est ce qui m'a en plus surpris avec cette série, c'est que à la fin, on n'essayait pas justement de me raccrocher un peu vulgairement, on va dire, de dire, regarde, il va se passer un truc cool. Après, je te mets une grosse cage à la fin qui va te donner envie. Et sur les 7 premiers chapitres, moi, j'ai pas eu ça en fait. Et du coup, je me dis, ok, je vais continuer, on va voir où ça va. Ouais, mais Il c'est y a un juste truc tu que vois, j'aime bien. tu vois, Il y a une ambiance. Il y a un moment où à la fin de chaque chapitre, il y a un truc vraiment. Mais quand je dis que c'est un truc de ouf, c'est vraiment le truc d'horreur de base. Tu fais, J'imagine pour tenir c'est 40 quoi chapitres. ces trucs de barge, c'est quoi ce pendu, c'est quoi ce machin qui t'arrive comme ça Oh, dans la spoiler. gueule sans que tu vois quoi. Un pendu, bravo. Super. Oh, du putain, il y a coup un C'est pendu parce dans qu'il la joue série. avec les mots. 42 numéros, donc on commence en 2011, c'est quand même pas mal à rattraper, mais si je vous écoute, je pense que ça se lit très vite finalement. Oui, c'est Très vite. très Ça c'est a l'air bien. passionnant et du coup disponible également en français chez Delcourt depuis récemment. Écoute, j'ai pas le détail, hein, mais je sais que Bon, moi, je c'est sais dispo. que voilà, c'est disponible via Delcourt, donc peut-être qu'avec quand même la fin de la série, va y avoir. Je sais qu'ils sont édités en chapitres Chez eux. chez eux, donc D'accord. voilà, peut-être qu'ils vont faire des TPB. T'envoies un mail à Monsieur Delcourt et tu lui demandes. Voilà, on va faire ça, je pense. Monsieur, c'est plus simple. Dit-on. Bah, attends, je l'appelle. Allô Est-ce Guigui que vous pouvez faire arracher le risinge? On va passer à la 3e et ultime revue pour cet épisode. C'est Zef qui va nous la présenter. Il s'agit de Daredevil 2015. 2015, Ouais, voilà. je vais dire ça comme ça. Donc Daredevil, c'est un comics Marvel contre toute attente. Oh. Incroyable. On retrouve à l'écriture, on retrouve Charles Soule. Ouais. Je sais plus, on avait eu le débat de savoir si on le disait Soulé ou Soule. Je crois que c'est Soul. Donc qui est un gros bonhomme quand même, faut le dire. Il a fait entre autres beaucoup de something. Il a fait aussi un truc qui s'appelle Death of Wolverine. Ouais. qu'on C'est pas de pourra sa faute. passer- c'est pas de sa faute effectivement. Passons sous silence Ça, ce passage de sa carrière. Il gère aussi Newman. Oui, aussi, ouais. Et Uncanny Human aussi. Ouais, les deux titres. Ouais. Donc voilà, on en reparlera sûrement. Enfin, je vais poser ma pièce en live direct, mais je pose ma pièce sur Daredevil Punisher qui a commencé pas longtemps, où justement il est dessus aussi sur la série. Au dessin, on retrouve Ron Garnet, donc, qui est à mon sens un peu un tueur, même si il a pas fait énormément de choses, quand même si. Il a fait du Captain America, il a fait du Ghost Rider, il a fait du Uncanny X-Force, il a fait pas mal de petites choses. Il a fait du Wolverine aussi ouais, avec c'est ça. Jason Aaron, c'était turbo Voilà. classe. Attends, c'est le mec qui fait tout tout. Uncanny X-Force? Non. Non. Non, Ah, il a putain, fait parce que quelques j'allais épisodes dire, sur une. Non. C'est fou lui aussi. Oui, ouais, on pourra on fera un truc Uncanny X-Force, j'arrête pas de le demander. Ceci mérite un focus. Plus qu'un focus. On n'a jamais fait Une de focus émission. Uncanny non, X-Force. Non, j'arrête pas de le demander à Eric, mais Putain de comme il a pas lu, merde. il sait pas ce que c'est. Oh, tout de suite. vous bâchez. Est-ce que t'as lu ou pas? Voilà. Oui. C'était un mensonge. Faut le faire, hein, je pose ma pièce dessus. Donc dans cette nouvelle série de Daredevil, je vais dire Daredevil parce que ça me fait. Ah, mais c'est pas grave, Je l'ai ouais, toujours entendu comme ça. J'ai qu'à dire Daredevil. Non, je dirais pas Daredevil. Daredevil. Donc on suit bien entendu Daredevil qui est The Man Without Fear, puisque c'est la première chose qu'il L'homme dit sans quand père. tu ouvres Peux-tu le ce redire putain de comics, il y a marqué je suis Daredevil et je n'ai peur de rien. Merci. Donc On dirait voilà, le titre de beaucoup en
chanson de R&B français. Vas-y, continue. Non, moi je veux que t'ailles au bout de ta pensée, vas-y. C'est parfait. Tu sais, j'aime bien le mec avant l'émission nous dit pendant les reviews des gens Ne coupez évitez pas, de dire de la merde. Je veux faire 1 heure. Donc voilà. Donc on le voit en train de sauver un Asiate qui est en train de se faire jeter d'un pont, le pont de Manhattan, j'imagine. Cette personne qui fait partie d'une nouvelle secte, une espèce de nouvelle religion qui est arrivée en fait sur la ville qui s'appelle la scène des Ten Fingers. Et qui a la particularité de demander à ses membres de couper ses doigts. Donc les gens sont what the fuck parce qu'ils coupent leurs doigts volontairement et ils sont contents de le faire. C'est une nouvelle religion dont le leader s'appelle Ten Fingers, on l'aurait deviné, et qui lui-même ressemble à un grand vilain de super-héros, mais on sait pas trop en fait ce qu'il est encore. Maintenant Ça tu paraît me un le peu dis, ça. ouais. Je fais Il fait le parallèle vraiment, tout de il suite, fait un peu mandarin, t'as ouais, vu un peu dans le complètement, style. ouais. Ouais. Dès que tu l'as dit, là, je pense à lui. Il me fait penser Euh, à comment il s'appelle là, le méchant dans Jack Burton dans les Griffes du Mandarin. Ah oui, putain. formidable. Trop bien. oui. Donc voilà, donc on ne sait pas encore quelles sont ses réelles motivations derrière la religion, son truc, s'il est vraiment le méchant ou pas, bref. Et donc voilà, le seul truc un peu bizarre au-delà du fait qu'il ressemble à un grand vilain, c'est qu'il a 10 doigts à chaque main. Voilà, C'est pratique. c'est super pratique, c'est super awkward la première fois que tu le vois quand même, Ah faut oui, le dire. oui. Ouais. Même en comics. Et d'ailleurs, je pose la question ouverte, mais il faudra un jour qu'on m'explique ce qui se passe chez Daredevil et le truc avec les mains. Parce qu'avec les ninjas de la main et les Ten Fingers, il y a un truc, il doit y avoir un fétichisme autour des doigts que j'ai pas envie de. Enfin bref, il y a un truc bizarre. Bref, tout ça pour dire que donc Matt Murdock, qui n'est plus avocat, mais qui est maintenant en travail pour le bureau du procureur, essaye de sauver cette personne pour essayer de faire condamner cette religion qui paraît un peu terrible. Et voilà. Et après, il se passe des trucs. Je vais pas trop en spoiler parce que non, en fait, je savais pas où m'arrêter dans le spoil entre guillemets de l'histoire parce que le what the fuck de la fin du deuxième issue était assez cool. Mais du coup, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que voilà. T'inquiète pas, je suis sûr que Gaylor dans sa revue, il va tout balancer en 2 secondes. Mais non, il va J'ai rien lu jusqu'au 6 et je peux vous Ah, dire merde. que. Non, je Voilà. plaisante, hein. T'as vu jusqu'au 6 Jusqu'au 5. Ah putain, je sais pas quand tu. J'ai trop lu Rachel Rising. Et donc voilà, dans ce. Alors, bon, le fond de la série est plutôt cool. Le seul truc que je reproche, c'est que ça avance à la fois trop vite et c'est un peu trop. Je sais pas comment dire plat, parce qu'en fait je sais pas où ça mène et j'ai peur de où ça peut amener en fait, donc ça fait un peu peur. On nous retrouve un nouveau sidekick à Daredevil qui s'appelle Blind Spot. Ouais, c'est ça. Je sais pas, enfin faut repenser un moment les noms de personnages je pense, mais c'est pas grave. Qui est donc un espèce de teenager qui a un espèce de costume sur lui qui permet de le rendre invisible. Ouais. Qui a besoin de piles pour le faire fonctionner apparemment. C'est... Ça Réo, mais Ouais. on Vous savez qui tue. Non mais il le dit en plus, c'est ça qui Oui, est c'est fun vrai, en ouais. fait, ça fait bizarre. Donc voilà, sur le fond je suis assez hypé, je pense que je vais vraiment continuer la série. Pourtant Daredevil c'est vraiment pas un héros que j'aime à la base, donc c'est vraiment bizarre. Voilà, que dire de plus, c'est tout. Ok. Du coup, Gaylor, est-ce que tu peux nous en Spoiler dire Non. Non, spoil pas. Non, toi t'as pensé quoi toi, il me semble que tu apprécies déjà le personnage de Daredevil. Ah oui. On va dire un peu plus que Gaylor que Gaylor, pardon, que Z. Gaylor Que l'apprécie un peu Adrien, plus que que Gaylor. Adrien. Oui, tu es plus que toi-même. Non, mais en vrai, Wow. moi, j'ai 2 questions pour toi avant même que tu donnes ta revue. Ok, vas-y. Quel est le lien par rapport à l'ancien Daredevil qui a quand même été celui de Mark Waid, qui a été quand même méga encensé et présenté comme un des personnages favoris, préférés de chez Marvel. Un des des meilleurs années. runs sur Daredevil Tu l'as lu ever, bien sûr. Ah cool. Bien sûr. Ouais, J'ai lu le premier avant le New. Ouais d'accord, avant Non, le... voilà, il a fait 2 donc runs. du coup j'en ai lu une. Attends, le il a 36. fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et c'était absolument Et juste après, il en a formidable. fait 18 et... Voilà, j'ai pas lu les 18 Ça suivants. c'est Marvel. Ils ont en Marvel continuité Now. en fait, hein. Ils ont fait Ouais. un reboot mais... Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé vis-à-vis de ça? C'était un Daredevil, celui dont tu parles, c'était un Daredevil très lumineux, qui tranchait complètement avec ce qui s'est passé juste avant avec Bendis, avec Brubaker, et avec un mec qui s'appelle Andy Deagle qui restait juste 10 numéros et qui justement a fait un truc qui s'enfonçait justement dans la noirceur à tel point que Daredevil basculait de l'autre côté complètement. C'était à un moment le grand méchant de l'univers Marvel, le temps d'un event qui était consacré, qui s'appelait Shadowland. D'accord. Et qui était pas mal du tout d'ailleurs. Et en fait le lien entre ce Daredevil et le Daredevil pré-Secret Wars, pré-nouvel univers Marvel, justement c'est ce costume noir qu'il a. C'est ses origines un peu floues parce qu'il passe son temps à répéter justement qu'il a effacé la mémoire de tout le monde. Ouais. Parce que dans le run de Mark Waid, c'est la particularité de ce run justement, c'est qu'il dévoile enfin au grand jour qui il est. Même si c'est un secret de polichinelle, parce que depuis 2006 à peu près, son identité a été jetée en pâture aux médias et qui lutte avec son taf d'avocat
Et justement, il n'arrête pas de nier pour pas justement, Mais il a perdre perdu son en fait. métier. À un moment, il le dit qu'il a perdu. Et ben justement, son- c'est ouais, ça. forcément dès qu'il avoue son identité secrète, en fait, il fait ça un moment pour protéger quelqu'un dans un run, enfin à la fin justement du run que Joe a lu. Et le nouveau run justement se passe à San Francisco, le second volume de Mark Waid. Et en fait le truc c'est qu'on pensait tous qu'il ne pourrait plus être avocat parce que justement s'il ment à ce point-là face à la cour, et ben en gros Il peut pas être il fiable. est radié. Et en fait il y a une loi qui dit que en gros tu es radié de l'état dans lequel tu exerces, mais il y a toujours moyen de revenir dans l'état dans lequel tu as exercé au tout début. Et il s'avère que c'est un autre état et que c'est à San Francisco, et du coup il y a ces 18 numéros un petit peu spéciaux dans lesquels Daredevil a un nouveau costume, dans lequel il n'a même pas de masque parce que tout le monde sait qui il est. Et il est une espèce d'avocat qui est à la fois Daredevil et avocat en même temps, quoi. Tu vois, c'est vraiment très très fun à lire. Et là on revient sur un truc un peu plus sombre. D'avocat, quoi. Pardon. Je suis ce con. Si vous aviez la visioconférence, là, vous auriez vu la tête de Gaylor, c'était priceless. Je suis désolé. Je suis tellement content qu'il y ait eu ce silence. Et ça fait Je vais deux couper fois. au montage. Un troisième, c'est tu sors. Ok. Et bah du coup je sais même plus ce que je disais, voilà. Que le nouveau run voyage. était plus sombre. Voilà, il était beaucoup plus sombre, et du coup on revient. J'ai l'impression c'est ce qui t'a pas plu toi, et t'arrivais pas à mettre vraiment un mot dessus, mais je pense que c'est parce que il y a beaucoup trop de raccourcis en fait. Il est méchant, on sait pas pourquoi, il a le droit. Je le trouve pas si méchant que ça en fait. Enfin, il est un peu plus dur, il s'est endurci. Oui, Maintenant, clairement, il est, oui, voilà, il est il est un peu plus procureur, violent, il est plus violent, il a un sidekick. Enfin, beaucoup de choses ont bougé. Du coup, c'est ce qui est bien avec ce personnage, c'est que régulièrement, dès qu'un nouveau scénariste arrive dessus, il redistribue complètement les cartes. Et puis, Il bouscule un peu. il bouscule un petit peu, et ce qu'avait fait Marco était d'autant plus gratifiant pour le personnage, parce qu'il avait complètement fait table rase du passé. Et là, on revient sur un truc un peu plus violent, mais en connexion un petit peu à ce qui s'est passé il y a 3 ans avant le run de Mark Waid. On sait pas trop sur quel pied danser. Moi pour l'instant j'aime bien ce que je vois, même si je trouve qu'il y a des facilités en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas aussi bien construit que pouvait le faire Bendis ou Brubaker avant. Enfin, tu me diras, eux avant ils sont restés au moins 20, 30, 40 chapitres sur leur truc. Ils ont eu le temps d'installer le personnage. Ouais, mais là, t'as l'impression que le truc va aller à la fois trop vite. Bah voilà, en fait, ça va vite. En fait, Je au pense troisième que c'est pour issue, ça que il y a putain, tu fais what the fuck, il y a déjà ça, il y a déjà un nouveau personnage, il y a déjà un nouveau méchant, il y a déjà putain ça. En fait, c'est ça qui est pas super. Ça va trop vite en fait. Ouais. Moi, je trouve que ça, et du coup, ça se perd en placement d'idées, on va dire. Et moi en fait l'un des trucs que j'ai pas aimé, c'est le méchant avec 10 doigts, quoi. Je veux dire, c'est le cliffhanger du premier chapitre, Ouais, tu vois, le mec arrive et enfin, tu vois il en a 20 en plus. voilà, du coup Pourquoi il s'appelle Ten Fingers alors qu'il en a 20? putain, mais ouais. C'est Et tout. il compte Ah, pas sur les bordel. pieds. Hein, Les vraies questions, Ça putain. Heureusement qu'il y a une meuf Non, mais- de temps en temps pour Pour recentrer un peu quoi. recadrer le débat, oui, je suis Non, mais d'accord. du coup, en fait, le gars, il a un intérêt ultra limité par rapport à ce qui se passe après, où t'as encore un autre méchant qui arrive derrière. En fait, il fait vraiment. Moi il je pense à tout transfumer- ce que je pourrais faire avec 20 doigts, Oh là là. ça pourrait être cool. À Très toute bien. Tu une peux rouler secte- des cigarettes, tout ça. à toute une secte. Pourquoi tu fais cette tête Parce qu'il fume pas. Mais non, mais c'est... plus. Et ton Pourquoi verdict, vous voyez les du coup, Gaëlan sous-entendus dégueulasses partout J'aime bien pour l'instant. J'aime bien l'idée du sidekick. C'est un truc qui a, je crois, jamais été fait avec Daredevil en fait, et c'est plutôt cool parce qu'en plus c'est un sidekick qui a le pouvoir de se rendre invisible. Donc du coup, Daredevil l'entraîne comme un humain tout à fait normal. Oui, parce que pour lui, Parce que pour lui, il le voit, quoi, il le sent et localise. tout, Ouais. oui. Un humain d'ailleurs. Oui, enfin, Ouais, parce oui. qu'en fait, il a pas de pouvoir en tant que tel. Oui, quoi. non, il a un Donc, costume qui le rend invisible, mais du coup, il lui apprend à ne pas se fier uniquement sur ce costume-là, et voilà, de se battre comme le ferait un protecteur d'un quartier, parce qu'en gros, c'est un mini Daredevil, parce que Daredevil est sur Hell's Kitchen et lui il est sur Chinatown. Beaucoup de Chinois dans cette Mais, histoire. Ouais, ouais, Est-ce qu'on peut considérer que Foggy c'était un peu le sidekick Un peu, ouais. Bah, la ville plutôt. Vite fait. Ouais, quoi. voilà, il avait un sidekick à la ville, il lui en Ouais. fallait un, tu vois, à la quoi Surtout qu'ils ont À l'air la Sur les ville, toits, sur les- sur les champ. toits, voilà. Ils ont l'air un peu en froid avec Foggy en plus. Oui, ça Oui, il y a commence juste à une être page sévère. sur Foggy et puis ça passe très vite. Oui, ouais, on le voit vite fait. Tiens, en je fait, le dépose chez toi le temps 2 et puis je me casse. C'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il a supprimé, qu'il a erased la. Il a enlevé de Facebook. Voilà, il a supprimé tout le monde de sa mémoire. Enfin, Ouais. personne ne sait plus qui il est, sauf Foggy. Il lui a redit, au fait, je suis Daredevil, machin. Voilà. Coucou. Genre, t'étais la seule personne de confiance, mais. Je te le dis et je te dis comment j'ai fait et maintenant tu me juges. Ouais, C'est tellement d'ailleurs, simple, ce que j'ai dire, c'est quand même un gros truc de fils de pute, quoi. Genre, tu sais, ça lui met une pression sur un mec
complètement lambda, ça met une pression quand même folle sur le truc, alors qu'il en veut pas, quoi. Ah non, mais tu verras le run de Mark Waid, il a une pression. Ouais, tout le j'y temps de dingue. viens petit à petit là. Je suis en train je suis sur le Bendis là. On va passer la parole à Lucille qui va nous donner son avis sur Daredevil. Est-ce que toi, tous ces points qui ont été soulevés, ça t'a dérangé ou au contraire ça t'a donné une meilleure appréciation du personnage et de l'écriture? Eh ben écoute, ça m'a juste conforté dans mon idée où j'ai trouvé, on va dire, un point positif général et 2 points négatifs qui ont tout frôlé mon avis. Le point positif, c'est que j'aime beaucoup la couleur. Ouais. Voilà, il y a un travail de couleur avec une dominance de rouge et c'est le genre de choses que j'apprécie dans les comics. Et les 2 côtés négatifs, c'est petit 1, typiquement, si t'as pas lu ce qui s'est passé avant, t'es un peu paumé parce qu'effectivement c'est très rapide, donc tu sais pas trop. Enfin, je veux dire, si t'as pas les bases du personnage de Daredevil, éventuellement ce qui a été écrit avant dessus, c'est pas très accessible. Et deuxièmement, ça fait appel à tout un univers, toute une thématique, on va dire, dans l'univers de Daredevil qui m'intéresse pas du tout, que moi j'ai découvert dans la 2e saison de Daredevil et qui m'a fait chier à un point pas possible. Et du coup, quand j'ai vu, ah chouette, on y revient, et ben je vais m'arrêter là. Oui, tu parles de la série Netflix. Oui, la série Netflix. Ouais. Parce que je n'ai jamais lu un seul Daredevil de ma vie, à part quand il apparaît dans des pop-up, d'autres séries que j'ai pu lire, mais j'ai jamais rien lu de Daredevil, donc je ne connais que par la série. Et donc, en tant que gros noubasse, ce comics, c'est non. Donc ouais, difficile à entrer, quoi. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout en fait aux personnes qui ont vu la série Netflix, quoi. Ah ouais? Tu crois? J'ai l'impression qui ont un peu l'ambiance et puis on faut quand même apprécier le personnage avant, parce que la transition du personnage entre le perso dans la saison 2 tel qu'on l'a laissé et le perso où il est là, il rentre dedans, il travaille pour la ville et tout, il a pas du tout le même caractère. Donc je pense que c'est juste la même thématique de des ninjas pas sympas, mais c'est tout. Mais c'est juste que c'est une thématique qui m'intéressait pas. Voilà. Ok. Donc Daredevil 2015 est sorti à la fin de l'année dernière. Vous pouvez le trouver pour le moment en anglais. On imagine que Panini va se pencher sur le sujet très très rapidement. Vous pouvez nous faire vos remarques et vos recommandations de comics à lire ou même de séries à regarder ou de films à aller voir sur Facebook, Twitter et le site officiel de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, pour toutes ces petites choses-là. On se retrouve juste après la page de pub dans un instant. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa. De retour sans jingle. Ah ouais, un jingle, ah oui, bah oui, c'est vrai. Désolé. Oh là là, on dirait tellement un jingle de jeu télé, quoi. Tu veux qu'on l'échange? Non, il est très bien, Ça me va parfaitement. Il est bien. De retour dans cette 48e émission, comme promis dans le sommaire, on va parler tout de suite de Wonder Woman Odyssey. C'est le focus de l'émission de cette semaine. Qu'est-ce qu'un focus? Une des personnes... Ah pardon, excusez-moi. Ah bah complètement là, oui. Une des personnes de l'équipe choisit un titre qu'il a déjà lu ou qui l'intéresse en particulier et vient nous la présenter comme une pièce, comme une pièce d'art. Hein. C'est une véritable revue en profondeur. Et cette semaine, c'est Lucille qui s'y colle. Et donc c'est Wonder Woman, d'où le thème que Joe nous a discrètement... avec Hans Zimmer, c'est toujours très discret, tu sais. C'est tout en finesse. Subtilité, voilà. Ce troll. Vous êtes dans le bon podcast. Ça me fait très plaisir car j'adore ce thème musical. Et ça me fait très plaisir de parler de Wonder Woman de manière générale, puisque pour les gens qui écoutent un petit peu l'émission... vous savez que Wonder Woman, c'est la femme de ma vie. Et justement, Wonder Woman Odyssey, en dehors de sa place au sein on va dire de l'histoire de Wonder Woman dans les comics, c'est le premier comics que j'ai lu de ma vie. Ah oui. Voilà. Donc symboliquement, ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Wonder Woman, hein, juste voilà, personnage féminin emblématique de chez DC, un des rares personnages féminins de premier plan créés comme tel, créé en 41 par William Moulton et Marston et Harry J. Peters.
Et dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, on a fait un petit focus là-dessus dans le Comics Outcast numéro 11. Donc allez télécharger tout ça. Ça fait longtemps. C'était il y a super longtemps. Ah oui, j'avais parlé du Run New 52, oui. C'était Lane. Alors non, il y a eu sur les New 52, mais avec Lane, on avait dans le numéro 11 fait un focus sur les héroïnes chez DC. Ah mais oui. Et du coup, on en avait ouais. profité Ok. pour en parler un peu plus de Wonder Woman. Donc là, Wonder Woman Odyssey. Pourquoi cette série En 2010, il y a les éditeurs de DC Comics qui se sont dit mais c'est trop bien, on va arriver au numéro 600 de Wonder Woman. Donc quand même 600 fascicules sur cette héroïne. Bon, il fallait quand même un peu marquer le coup. Donc ils se sont dit on va se faire plaisir, on va balancer une série qui est un peu différente parce qu'il faut quand même être honnête. Wonder Woman, elle n'a pas énormément bougé depuis sa création. Ça reste un personnage qui n'a pas eu beaucoup d'évolution au cours de toute son histoire, même s'il a été sur le devant de la scène dans tous les âges d'or et compagnie, de chez DC Comics. Du coup, les éditeurs, ils se sont dit, on va prendre quelqu'un qui touche un peu. Et ils sont allés chercher un type qui s'appelle Joe Michael Straczynski. Ça ne vous parle peut-être pas. Si. Voilà, pour les fans de science-fiction, ça leur parlera probablement puisque c'est quand même le type qui a créé et écrit de A à Z Babylon 5. Donc c'est quand même une pièce magistrale de la science-fiction. Il n'a pas fait que ça, il a écrit des épisodes pour des tas de séries, alors des trucs qui vous paraîtront peut-être un petit peu kitschouilles comme Arabesque ou La 5e dimension. Ça défonce Arabesque. Non mais ça défonce, mais qu'il écrit des épisodes d'Arabesque, je sais. Il a écrit énormément d'épisodes du dessin animé Les Maîtres de l'Univers. Bien C'est sûr. lui qui a Oui, écrit mon gars. tout le spin-off sur She-Ra. Il a participé à l'écriture du scénario du film Thor, puisqu'à l'époque il bossait chez Marvel. Il a également écrit des pièces de théâtre, des bouquins. Il a par exemple écrit un roman qui s'appelle The Changeling, qui sera un petit peu plus tard adapté au cinéma par Clint Eastwood avec Angelina Jolie sous le titre de L'Échange en France. Voilà, ces derniers temps, il coproduit un truc qui s'appelle par exemple Sense8. Donc voilà, donc le type il touche un peu sa bosse. Côté comics, on n'est pas en reste, puisqu'il a bossé pour Marvel. Enfin, il bosse actuellement pour Marvel. Il a bossé sur Amazing Spider-Man, sur Thor, sur Doctor Strange. C'est lui qui écrit absolument tous les 4 Fantastiques depuis 2005. Et avant ça, donc, il était chez DC. On lui doit du Before Watchmen ou encore Superman Earth One. Donc, Boom. Un CV. Voilà, donc le bien type, lourd. que ça soit comics, écriture littéraire de manière générale, télévision et tout, le type il a de l'imagination, Il est là, quoi. Voilà. il est là et ça marche plutôt bien. C'est raconter des histoires. Voilà. Donc en gros, lui, il a chapeauté toute la série. Il a particulièrement écrit le premier tome, donc qui sont les issues 600 à 606. Et en fait, il avait une sorte d'auteur secondaire qui a repris la main après, qui s'appelle Phil Esther, qui est beaucoup moins fameux, mais qui a quand même bossé sur du Ant-Man, du Namor, du Green Arrow, ou alors encore, j'ai vu qu'il avait fait un comic sur Godzilla, sur lequel je vais me jeter bientôt, puisque j'adore Godzilla, mais rien à voir. Voilà. Quant au crayon, c'est un type qui s'appelle Don Kramer, qui a également bossé chez Marvel et DC, mais c'est pas forcément quelqu'un de très connu. C'est Et Kramer voilà. qui fait tout, il fait tout l'arc. Ça change pas du tout de. Ouais, Je crois qu'il y a au moins 2-3 Nikoto va être content. Il a des dessinateurs secondaires. D'ailleurs, ça D'accord. se voit, c'est pas toujours très égal. Mais Mais voilà. ils sont 2-3 dessinateurs par chapitre, je crois. Oui, voilà. Des Comme fois, ça. ça change un peu. C'est un peu perturbant, mais Un oui, peu, il y a ouais. 5 noms à peu près. Ouais, il doit faire voilà. un mec qui fait le fond et l'autre qui fait les personnages secondaires. C'est ça. Ouais, c'est C'est ça. un peu ça. Voilà. Alors, Wonder Woman Odyssey, qu'est-ce que ça raconte et pourquoi c'est différent du Wonder Woman qu'on connaît habituellement ? Alors tout commence avec Diana qui a à peu près une vingtaine d'années, qui est donc orpheline, puisqu'il y a 18 ans, l'île du paradis sur laquelle elle vivait a été détruite. La reine Hippolyte, à l'époque, demande aux Amazones de partir se cacher aux 4 coins du monde pour essayer de garder un petit peu la tradition et l'existence de leur culture. Et elle leur demande également d'emmener et de cacher sa fille Diana, la perle de ses yeux, avant de mourir dans l'ultime tentative de défendre la terre des Amazones, qui est donc aux prises d'un mystérieux ennemi. Durant toutes ces années, donc Diana, elle a été élevée par des Amazones, elle a été planquée dans un coin de New York, protégée grâce à des charmes mystiques des Amazones, et elle a été entraînée dans le but de pouvoir un jour gagner ses pouvoirs et venger les Amazones et réparer ce qui a été brisé. Durant toutes ces années, elle a également été traquée par un ennemi, le fameux ennemi qui a mis l'île du paradis à feu et à sang, on ne sait toujours pas qui c'est bien évidemment, et par tous les hommes de main qui la composent, parce que visiblement en plus c'est un ennemi qui a du blé et qui c'est un peu non seulement c'est équipé d'une petite armée, mais en plus elle a la particularité de pouvoir en fait enchanter les armes à feu, etc. pour les rendre mortellement voilà, ça peut blesser les Amazones, alors que les Amazones ce sont des espèces de semi-déesses, etc. Normalement un coup de flingue elles en ont rien à secouer. Donc voilà. Donc
au moment du début du comics, Diana, elle a un petit peu à la casquette de s'entraîner, etc. Et elle décide de partir à la découverte de son passé, puisqu'elle ne sait pas du tout. Elle connaît un peu ses origines parce que les Amazones lui en ont parlé, mais elle ne sait pas vraiment qui elle est. Surtout qu'on n'arrête pas de lui parler de pouvoir. On lui dit ah mais peut-être qu'un jour tu pourras voler parce que tu as déjà volé. Elle dit what? C'était pas très honte et tout. Donc vraiment, en plus, voilà, elle est entourée de gens qui lui disent des trucs super, genre Père Fouras à côté. En fait, c'est que des Gaylor qui sont en train de lui spoiler son futur. Exactement. Donc elle va. Tu verras dans 3 chapitres Wonder Woman. Elle va à la rencontre d'un oracle qui est en fait une petite SDF sous un pont et qui en fait lui dit ah mais non, moi j'étais une vraie oracle sur l'île du paradis, et donc elle lui balance des visions en lui disant voilà ce qu'était l'île des Amazones, voilà ce qu'était l'île du paradis, et voilà ce qui s'est passé. Donc Diana, forcément, elle a pas froid aux yeux, elle lui dit vas-y, montre-moi comment ma mère est morte, histoire d'être bien traumatisée. Ouais. Et donc voilà, donc elle voit de quelle manière la reine Hippolyte est décédée. Et à partir de là, Diana, elle est un peu vénère et elle décide qu'il est temps d'aller trouver ce mystérieux ennemi et de lui casser proprement la bouche. Elle va donc partir pour une odyssée durant laquelle elle va découvrir plein de choses, ses ennemis, son passé, ses pouvoirs et surtout qui elle est vraiment. Donc comme je disais tout à l'heure, Wonder Woman, c'est 14 issues, donc généralement vous pouvez le trouver en 2 tomes reliés. C'est chez Urban DC, je vous fais pas un dessin. C'est disponible en anglais et en français, perso j'ai la version en français. Et donc ce qui est vraiment très original, c'est que donc voilà, ils sont partis du principe qu'ils voulaient un truc complètement nouveau. Donc c'est vraiment une nouvelle origine de Wonder Woman qui, entre parenthèses, sera complètement balayée par les New 52 après. Mais c'est pas grave, ça a duré que 14 chapitres, mais c'était intense. Donc voilà, déjà, donc Diana, elle est orpheline, elle n'a pas connu vraiment l'île du paradis puisque elle en a été arrachée étant enfant. Elle a grandi dans ce qui est appelé le monde du patriarcat. Donc voilà, ça nous parle particulièrement en 2016, c'est une expression qu'on entend pas mal. Voilà. Donc non seulement elle n'a pas vécu toutes les aventures qu'on lui connaît avec Steve qui échoue sur l'île de Themyscira, blablabla, elle revient après, elle est l'héroïne du peuple. Mais aussi ce qui est différent, c'est qu'elle a donc été élevée proche des humains et elle est presque plus humaine qu'Amazone, et ça c'est quelque chose qui sera assez important dans l'histoire, dans sa façon de combattre ses démons et les méchants. Autre particularité de Wonder Woman dans cet issue, c'est son costume. Son costume est extrêmement différent. Adieu le bikini avec la bannière étoilée. C'est un costume qui est beaucoup plus moderne, mais qui regorge de tous les détails qui ramènent à la Diana que l'on connaît. Elle garde ses bracelets, elle a un diadème plus discret, mais qui est quand même présent. Son corsage est devenu un espèce de débardeur rouge sur lequel elle affiche fièrement un W. Et elle va récupérer au fur et à mesure de son aventure d'autres symboles de Wonder Woman. Le bouclier de sa mère, l'épée, le lasso, qui va même être décliné en plusieurs exemplaires et qui va avoir plusieurs spécificités selon par qui il est fabriqué. Et également le fameux imprimé bleu avec des étoiles qui prendra là les traits d'un linge tissé par une parque. On peut parler de son legging. Elle est en legging. Alors oui, elle a un legging. Moi je dirais pantalon en cuir, mais effectivement c'est carrément un legging. Très stretch. Voilà, elle est peut-être pas en bikini, mais de temps en temps il se lâche un peu sur les poses. Mais elle reste toujours très badass et ça reste quand même agréable de la voir. Toujours en talons. Et toujours en talons. De toute façon, il faut qu'elle soit sexy, Wonder Woman. Malheureusement, ça fait partie. Ce que je veux dire, c'est qu'elle peut. C'est le décalage entre sa badasserie et sa sexiness dont elle n'a pas conscience du tout, contrairement à d'autres personnages féminins, qui fait que c'est intéressant. De toute façon, son nouveau. Pas en talons. En fait, elle a des petits talons avec des bottes, des sortes d'éperons. Voilà. Je cherche les détails dans tous les cas. Donc son nouveau costume, c'était vraiment une réelle volonté d'ancrer Diana dans l'époque. Ça, c'était vraiment dans le cahier des charges de DC Comics pour pouvoir refaire cette héroïne. Parce que Wonder Woman, elle a une image un peu kitsch, il faut être honnête. Son costume n'a pas vraiment changé depuis sa création. Donc voilà, c'était l'occasion de remettre un peu tout ça au goût du jour. Et il faut savoir pour l'anecdote que le costume a été complètement décrié par les fans qui ont vraiment réclamé le retour du bikini. Donc ma réaction à ça, c'est niquez-vous. Parce que franchement, le costume est super bien et ça lui faisait pas de mal. Parce que le bikini, je peux comprendre qu'on y soit attaché, mais on est au 21e siècle. Quoi. Moi, je kiffais le bikini. Non mais il est très bien. Moi j'aimais les deux. Voilà, mais effectivement, je veux dire au point de rejeter complètement ce nouveau costume, je trouve ça un petit peu dommage. Je continue. Il n'y a pas que les symboles physiques de Wonder Woman que l'on retrouve dans Odyssey, puisqu'elle va croiser des personnages issus de son univers canonique, comme par exemple le Docteur Psycho, qui est un de ses grands ennemis, qui est donc un type à moitié fou, qui à un moment finira par développer des pouvoirs psychiques, etc. Mais dans tous les cas, c'est un grand ennemi de Wonder Woman devant l'Éternel. Là, en fait, il va changer de camp, entre guillemets, puisqu'il va l'aider. Et
Voilà, il a cette espèce de... En fait, en gros, c'est mignon parce qu'il lui dit, moi, je vais t'aider à sauver les Amazones et à rendre l'univers comme il est censé être, parce que dans cet univers, je suis ton pire ennemi. Elle lui dit, mais je comprends pas. Il dit, bah oui, mais parce que comme je suis ton pire ennemi, j'ai une place dans ta vie. Et ce à quoi elle lui répond, c'est mignon, même si c'est un peu glauque. Donc voilà, elle va rencontrer aussi, par exemple, une nana qui s'appelle le docteur Candy, donc pareil, qui fait référence à un personnage que l'on retrouve assez régulièrement, et dit, ah mais je sais pas pourquoi, je sais que je peux vous faire confiance. Donc voilà, ce sont des personnages de l'univers canonique qu'elle rencontre, qui lui disent quelque chose, mais ça n'explique pas pourquoi on n'est pas dans le même univers, mais elle le reconnaît quand même. Pourquoi ? Quelle est la thèse finalement de Wonder Woman Odyssey ? Au cours de son voyage, elle va apprendre qui elle est, donc en l'occurrence Wonder Woman, avec une théorie que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que la Diana de l'Odyssée n'est pas seulement une énième Wonder Woman d'un énième monde parallèle, on n'est pas vraiment dans un monde parallèle, ce n'est pas une réalité alternative, pardon. Concrètement, elle vient d'une réalité créée par l'échec de la Wonder Woman de notre réalité face au grand méchant de la série, qui est donc la déesse des morts injustifiée, Némésis. Ok. Mais surtout, elle n'est pas seulement Diana. C'est-à-dire que dans Odyssée, en fait, est développée une théorie dans laquelle des tas de Wonder Woman existent dans d'autres mondes, mais aussi dans la même réalité. C'est-à-dire que chaque femme qui défend la justice, prend la main des innocents pour les aider à se soulever contre un oppresseur, chaque femme est une Wonder Woman. Donc elle a les pouvoirs Enfin, en fait, non, justement, t'as pas besoin d'être le pouvoir, c'est juste les intentions qui font de toi une Wonder Woman. C'est ça, c'est le symbole de la si justice. Tu pouvais soulever le marteau de Thor si t'étais worthy un peu. C'est un petit peu ça. C'est un peu dans le même genre. Okay. Et en fait, voilà, donc ils prennent par exemple, une esclave qui a aidé une partie de son peuple à se soulever contre les gens qui les oppressaient, etc. Machin. Et ça, c'est dans des visions. Et donc Diana, elle dit, mais je comprends pas, elle me ressemble même pas. Comment ça peut être moi ? Et il dit, mais c'est parce que les Wonder Woman sont partout. Et il faut savoir que ça m'avait fait tilt à l'époque où j'ai lu, parce qu'il y avait une citation de Linda Carter. Donc Linda Carter, je vous rappelle que c'est quand même la femme sublime qui a interprété le personnage de Diana Prince dans la série des années 70. C'est ça. Donc elle signe la préface et il y a une citation qu'elle utilise régulièrement et qu'on retrouve dans cette même préface d'ailleurs, dans laquelle elle dit « Wonder Woman est la déesse en chacune d'entre nous ». Parce qu'en fait, Linda Carter, elle n'a pas seulement interprété Wonder Woman sur le petit écran, c'est une immense fan de Wonder Woman qu'elle aime depuis qu'elle est enfant, en fait. Donc, un vrai honneur pour elle de voir l'incarner. T'imagines demain, on dit « Salut meuf, t'adores Wonder Woman, tu vas jouer Wonder Woman », tu dis « Ah !» Enfin bref. Donc voilà, donc... Pourquoi j'avais envie de parler de cette série, outre le côté très affectif que ça peut avoir pour moi, c'est parce que voilà, c'était vraiment la première série depuis longtemps où on nous présentait une Wonder Woman vraiment différente, avec d'autres possibilités, même si tout n'est pas parfait, il y a des fois des petites longueurs dans l'histoire, etc. Mais voilà, ça dépoussière complètement le personnage, pas uniquement physiquement, ça dépoussière aussi son univers, c'est-à-dire que le fameux monde du patriarcat dans lequel Diana évolue, il est sombre, ce sont les bas-fonds de New York. La notion de justice, qui est le sacerdoce de Wonder Woman et ce qui lui donne ses pouvoirs, gagne vraiment une dimension humaine. On a moins ce côté un petit peu comme Superman, Wonder Woman, ça fait un peu les dieux qui ont des pouvoirs. Ces gens ne sont pas humains, mais ils ont des super pouvoirs. Là, ça la rend beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche. Elle a des fois des petits accès de colère, etc. parce qu'elle est jeune. Donc elle est vraiment profondément humaine et ça dépoussière complètement le personnage. Ça le rend très accessible. Et voilà, et le fait que chaque femme puisse potentiellement être une Wonder Woman au fond de soi, je trouve que c'est un très bon message. Donc ça, c'est pour ça que ça me faisait plaisir d'en parler, parce que c'est un petit tournant dans l'histoire de Wonder Woman, dans son édition, même si maintenant tout a été balayé par le très bon run New 52, qui revisite également son histoire et que je vous invite vraiment à lire. Mais en tout cas, voilà, les 14 issues ou 2 tomes de Wonder Woman Odyssey sont très agréables à lire, et je vous incite par exemple à l'offrir à des jeunes filles qui aimeraient se mettre aux comics, parce que je pense que c'est typiquement le genre de titre qui est très accessible et qui pourra grave les motiver à lire d'autres choses. Voilà pour la présentation. Mais c'est parfait. Oufissime ce focus. Ouais. Parce que je parle avec mon cœur. Voilà. Voilà. Du coup, Gaylor, c'est moi qui passe derrière, super. Alors. Non mais du coup, toi tu l'avais déjà lu. Tu vas spoiler. T'as bien spoilé quand même. Moi j'en avais lu que 7 chapitres, mais bon. Ah bah oui, mais pour un focus... Fallait tout lire. Bah ouais, mais fallait pas dire Rachel Rising. Voilà. Mais j'ai pas tout expliqué quand même. Non mais c'était... Voilà. Ça va donner envie de continuer en tout cas. Bon bah c'est cool. Alors du coup, toi, rapidement, qu'est-ce que tu en as... Enfin, donc tu l'as lu, t'en as lu la moitié. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben écoute, j'ai bien aimé cette Diana un peu revisitée, un peu plus rebelle.
que d'habitude, un peu moins naïve aussi. Ça change un petit peu de. Je sortais justement de la lecture que nous avait conseillé Joe il y a quelques numéros, à savoir le Wonder Woman de Grant Morrison, que j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, on était face à une Wonder Woman complètement pas ingénue, mais clairement. Oui, bon alors on peut dire ça comme ça. On peut le dire alors, d'accord. J'ai peur. Ose donc. Oh là là, d'accord. Et j'ai noté un truc. C'est plutôt efficace, sans être bouleversifiant ni emmerdifiant. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, mais moi, ce qui m'a saoulé en fait, c'est les planches. Les planches, elles m'ont un peu refroidi. Le moment que j'attendais le plus dans ce comic, c'est le moment où justement elle s'énervait, elle se jetait dans la bataille, et à chaque fois qu'elle se jette dans la bataille, au lieu de faire ça, peut-être que je suis un peu un vieux con au niveau de la BD, je veux que ce soit dans des cases, que ce soit bien fait. C'était juste une pleine page avec plein de petites Wonder Woman, qui donnent un coup de poing, l'autre qui machin, c'est chiant. Je suis obligé de tourner la page du coup. T'as pas envie de rester là, tu vois. Je regarde un peu tout ce qui se passe, mais ça me parle pas, quoi. Tu vois, je sais pas à quel moment. Je suis pas dans le combat en fait, tu vois. Moi, j'aime bien dans un combat savoir à quel moment il y a un coup de poing, t'esquives, machin, tout ça. Ouais, j'ai été élevé avec Dragon Ball en même temps. Tu vois, tout est découpé, tout est. C'est dynamique. C'est ce que disait Joe tout à l'heure. Ouais. Et mais j'ai beaucoup aimé la façon dont on a parlé. Et j'avoue que j'étais arrivé à un moment de la série où je tombais un petit peu, tu vois. Après le premier run, je trouve que ça retombe un petit peu, mais là j'ai envie de repartir, tu vois. Et voilà, j'ai bien aimé, grosso modo. Et toi, Zef, as-tu été pareillement séduit ? En fait, je vais faire un bis repetita, je pense, parce que j'ai effectivement fini le Earth One de Grant Morrison, enfin le tome 1, il n'y a pas longtemps. Sachant que Wonder Woman, c'est pas un personnage avec qui j'ai des affinités, parce que j'ai toujours eu du mal à lire ou à m'intéresser au personnage. C'est pas que je le trouve pas intéressant, c'est que je le trouve trop ancré dans une espèce d'histoire qui est toujours pareil en fait. C'est une femme qui se bat bien, et en fait t'as l'impression que il y a au-delà du côté femme, t'as l'impression qu'il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre qui est mis en avant à part ça, et ça m'intéresse moins en fait, je sais pas pourquoi. Du coup, le Earth One de Grant Morrison, qui est un premier TPB que j'ai lu, je le trouvais déjà assez fade, parce que même s'il est bien, et même si je vais continuer en tant que tel, je le trouvais trop long. Mais celui-ci en fait, il m'a vraiment hypé de ouf. Sur les 3 premiers numéros directs en fait. Parce que c'est intense. Effectivement, ça revisite complètement le personnage et la façon dont on peut le voir. Le fait qu'elle ait déjà pas son costume de base, mais qu'elle soit habillée complètement différemment, complètement, on m'a compris. Ça m'a vraiment motivé, parce qu'effectivement, elle avait plus ce côté pin-up mis en avant. Voilà, c'est une super héroïne, donc elle doit être à moitié à poil et machin. Je trouvais ça super intéressant justement qu'elle soit habillée et complètement badass. Et on se concentre sur autre chose que son aspect physique. Voilà, et son histoire est intéressante, et la façon dont c'est amené, c'est super intéressant. Je dirais pareil que, je pense que j'ai fait un bis repita, je suis désolé, mais je dis pareil que Gaylor au niveau de l'action, c'est un peu moins dynamique. Mais le reste est très bon en fait. Donc je l'ai pas encore fini, je sais même pas quel numéro je suis parce que j'ai enchaîné, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et pour le coup ça me donne envie. Surtout que tu l'as dit, tu as parlé des New 52, ça me donne vraiment envie de continuer après ça à commencer à lire les New 52 en fait, et rattraper les numéros 4. Du coup, je répète ce que Lucille a déjà dit. Vous pouvez les trouver en anglais sous la forme de volume, d'issue indépendante, donc au nombre de 14, ou alors en français, édité par une Urban Comics en 2 tomes. Comme d'habitude, Twitter, Facebook et compagnie. On se retrouve après la page de pub. Mais rappelez-vous que juste après, nous allons parler de la saison 2 de Agent Carter. À tout de suite. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce ? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. De retour pour la dernière partie de Comics Outcast numéro 48, en bonne compagnie avec ça nous rajeunit pas, chroniqueur et Joe. On va parler
hors les bulles, on va parler de comics, mais qui n'en sont pas. Qui sont hors les bulles. Voilà, exactement. En l'occurrence, cette semaine, Agent Carter saison 2. Donc, c'est la série de ABC qui a été diffusée au début de l'année 2016 sur cette même chaîne, en alternance avec l'autre série du MCU qui s'appelle Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En alternance. Oui, en fait, en gros, Pendant si tu veux, la pause Oui, la pause hivernale. voilà, oui, on va dire en alternance, ça faisait genre une semaine sur deux, non? Oui, non, en gros, la grande pause, la diffusion de tous les épisodes de Agent Carter. Tu connais Comme à Zef l'école, et Tatillon sur les... Je suis pas tatillon, je demande juste pourquoi il dit ça. Oh là là. Je suis pas relou, je suis du chien. Putain, merde. Désolé. Du coup, si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes vraiment pas familier avec cette série, en gros, c'est la première série en fait issue du MCU après les films. Il y a eu un one shot qui a été fait, en fait. voilà, qui était basé sur le film Captain America, et on suivait donc l'agent Carter, le love interest, on va dire, de Steve Rogers, qui après sa mort, réduit au love interest seulement. oh là là, qui après sa mort, ou en tout cas je sais pas comment dire, sa cryogénisation, disparition, est imbu de justice et décide d'essayer de créer une cellule qui est en fait la graine qui deviendra le Shield beaucoup plus tard. Ouais, non, en fait non. pas du tout. En fait pas du tout. N'importe quoi. Non, T'as regardé la série au moins, bah. la meuf, elle est dans une branche du gouvernement qui justement s'occupe de tout ce qui Alors, peut être un peu oui, mais scientifique et tout, et elle galère sa race. Je parle du personnage en général. Alors le SSA, on t'explique ce que c'est à la base ou pas? Alors à la base, si la série avait eu plus de 2 saisons, je pense qu'on serait arrivé à la création du Shield. Mais Oui, mais là tu y a disais ça, en fait. qu'elle avait créé déjà un truc qui ensuite créerait le Non, Shield. rien Non, créé, non, du tout, en fait. elle galère sa race. C'est le principe. Elle fait partie d'une agence d'espionnage qui a existé dans les années 60, je suis désolé. Dans la série, on retrouve Hayley Atwell qui avait également joué dans Captain America, qui reprend donc le rôle de Peggy Carter. James Darcy qui joue le personnage de Edwin Jarvis, qui est l'inspiration du système informatique Jarvis qui est utilisé par la famille Alors Stark. en fait c'est pas vraiment le... Daniel Souza, Chad Michael Murray et j'ai oublié le monsieur qui joue Edward Stark. C'est Dominique Cooper. Et là, Edward Stark. Dominique Cooper qui joue donc la version entre guillemets jeune adulte du père de Tony Stark qu'on voit dans les films un petit peu plus tard et qu'on retrouve dans la série Preacher. Qui a commencé récemment. Oui, c'est le on en même. parlons bientôt. Parlons de Preacher alors. Preacher, c'est une série Qui joue dans Warcraft. Attends, parce que j'ai envie de vomir quand on en parle, donc j'en parlerai plus tard. Donc on revient sur Agent Carter. Est-ce que déjà parmi vous trois vous avez vu la totalité de la saison 2? Non. Oui. Lucille non, Oui. Lucille oui pardon, Zef non Oui. et Geller oui. Voilà, donc c'est Alors- pas un home run. Alors moi j'ai pas fini de regarder mais j'expliquerai pourquoi et voilà. Oh, vous tu veux expliquer maintenant? Allez, Oui, vas-y, vas-y. t'assumes Oui, là, vas-y, non, mais vas-y. hors l'autre. Alors en fait Spoiler. spoiler inside, j'ai commencé à regarder. Alors déjà je me défends, j'aime beaucoup Agent Carter à la base. La saison 1 je l'ai avalé complètement parce que j'ai vraiment kiffé ce qu'il y avait. Le truc c'est quand ils ont annoncé une saison 2, j'ai tout de suite pensé à la fin de la saison 1 où de mémoire il y a on voit un espèce de cliff qui dit où t'as le père Stark qui arrive et dit hey, ça te dirait qu'on fasse ça? Oui. Et voilà. Et qui dit ça te dirait qu'on ait créé une agence qui s'appelle le Shield. Et là j'ai fait mais oui C'est mec, pas- saison 2 qu'est-ce qui se passe mon gars? C'est pour ça On que est je me là. suis trompé. C'est pour ça que j'étais tombé. Ouais. Et donc du coup, j'attendais la saison 2 avec énormément d'impatience. Et quand j'ai vu qu'en fait ça avait absolument rien à voir avec ça, mais que c'était juste Agent Carter sous les tropiques, Ouais, c'est ça, c'est J'ai- Peggy en vacances quoi. Ah, je mais me complètement. suis dit ok, je vais essayer. Le début de l'intrigue est plutôt intéressant parce que bon, il se passe des trucs encore une fois scientifiques avec le côté armement de Stark machin et tout. Et au bout d'un moment, il y a eu un espèce de triangle amoureux entre l'ancien collègue de Peggy Carter, le nouveau docteur qu'elle croise et elle. Et je me suis dit, non, là je peux pas. Donc j'ai arrêté. Genre voilà. j'avais vu une saison 1 qui était basée sur l'espionnage et là en fait on arrive vraiment Voilà. dans des tropes classiques. En fait, il y a du classique, il y a un peu d'action à mon sens qui était intéressant. Bon, comme la saison 1, c'était un peu, c'est vraiment années 60-70, donc même dans l'action, dans les gimmicks, dans les trucs comme ça, c'est intéressant. Moi, j'adore. Mais il y a un fond qui est trop romantique. Enfin, Il y a pas mal de romances, ouais. Voilà, trop de romance, ça m'a juste, j'accroche pas. Et je trouve ça chiant par rapport à ça parce que C'est la pas ce qu'on saison t'avait 1 vendu au début. la saison 1 était très 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 bien. On n'avait pas ce côté romance de Peggy Carter parce que c'est une femme, faut qu'il y ait de la romance. On avait un personnage qui était
qui se valait en tant que tel, qui était super intéressant, qui était badass, qui répondait aux hommes comme c'était. Et là, on se retrouve, on plonge dans ce côté romance. Moi, j'ai juste pas accroché en fait. Lucie, il a quelque chose à dire. Alors sur la question de la romance, je serais un petit peu plus modérée que Zef, surtout que je vous renvoie au Comics Outcast où on avait parlé de la saison 1, où justement j'avais pointé du doigt le fait que à chaque fois qu'on parlait de Captain America, Peggy finissait les yeux remplis de larmes et que c'était un petit peu chiant. La saison 2, effectivement, il y a de la romance. Après, c'était coup de Zéphiriel, t'as l'impression que c'est les feux de l'amour. C'est pas du tout le cas, heureusement. Mais effectivement, il y a une romance sous-jacente, un triangle amoureux qui n'est pas prépondérant, mais effectivement, si c'est pas ta tasse de thé, ça viendra pas. Après, voilà, je pense que effectivement, ils ont préféré faire des choses un petit peu plus légères, puisque on a l'occasion d'approfondir aussi un peu plus la relation de Jarvis à sa femme, que donc nous voyons apparaître à l'écran, qui est une femme incroyable et qui existe. Qui est une femme à la fois badass, elle se bat pas du tout, mais qui est une femme à la fois forte, à la fois fragile, qui a un caractère trempé et qui est le meilleur soutien de son époux dans absolument tout ce qu'il fait et qui créera d'ailleurs, il va lui arriver quelque chose à cette femme, ce qui va créer un changement de personnalité total chez Jarvis qui sera assez intéressant puisque ça va foutre la merde, comme tout personnage gentil qui devient méchant à un moment parce qu'il est vénère, ça fait du caca. Mais voilà, donc la romance est présente, mais elle n'est pas omniprésente. Justement, tu parlais de la femme de Jarvis et de Jarvis. Je pense que c'est la meilleure évolution de cette saison. C'est-à-dire que c'était vraiment pour moi les deux personnages les plus intéressants à suivre progresser et sa femme. D'accord. Déjà, t'as l'espèce de surprise de voir oui mince, elle existe. Et ensuite, ils en ont vraiment pas juste fait un personnage du fond du placard. Tu sais où juste elle a un nom, on a casté une personne. Au début, c'était un peu Madame Colombo, quoi. Voilà. En fait, et finalement, on la voit débarquer et elle a un véritable rôle, elle a un vrai poids dans certaines intrigues et elle est responsable d'un twist. D'un twist et même d'une affirmation de Jarvis et qui devient bad as de ouf. Zéphiriel, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je vais ajouter juste rattraper ce que je dis. En fait, j'ai l'impression d'avoir craché sur la série sans. Non, c'était juste. Mais pour le coup, je suis pas allé plus loin que le 5e épisode parce que ce côté-là m'a saoulé parce que en plein milieu de saison, j'ai l'impression que ça prenait vraiment trop de temps par rapport à ça et que le reste n'avançait plus du tout en fait. Mais je pense que je finirai quand même maintenant après avoir vu autre chose. Mais sur le coup, moi, ça m'a juste gonflé parce qu'il y avait moins d'intérêt au personnage sur ça. En fait, il y avait moins d'action, moins d'intrigue. L'intrigue principale n'avançait quasi plus en fait. La saison est assez lente quand même. On n'a pas entendu Guy. Pardon, excuse-moi. Écoutez, moi j'ai passé un très bon moment devant la saison 2 d'Agent Carter. J'ai beaucoup aimé justement le fait qu'on la sorte un petit peu de son QG dans lequel elle n'arrêtait pas de se battre. Dès qu'elle faisait un pied, dès qu'elle mettait un pied dans un bureau, dès qu'elle prenait un dossier dans la main, c'était limite, elle se fightait tout le temps. Et c'était agréable à voir, c'était justement ce qui montrait son caractère, ce qui montrait, c'était une femme qui voulait se battre, qui, comme on le disait dans Civil War par exemple, elle était vraiment, forte et elle par le biais de sa nièce, elle dit à Captain America justement que quand t'as raison, il faut pas que tu bouges, il faut que tu sois droit dans tes pompes et que que soit les autres, que tu fasses plier les autres, que ce soit pas toi qui plie. Ça, j'aimais beaucoup ça dans la saison 1. J'aime beaucoup le fait que dans la saison 2, ils reprennent ce côté-là. Mais c'est simplement Peggy en vacances. Et littéralement d'ailleurs, puisqu'elle est en congé. Elle est complètement en congé. Et c'est pas parce que tu es en congé que d'un coup tu deviens une meuf girly qui passe son temps à vouloir pécho, tu vois. Je suis d'accord avec toi, il y a un peu plus de romance. Mais quand il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est la première à le faire. Et elle redevient cette Peggy qu'on connaît. Et elle prend même ce côté un peu... je trouve que justement elle va un peu plus au fond des choses, tu vois. Parce que justement elle n'est pas dans sa ville, dans son territoire, et elle se elle se crée ses propres intrigues, elle se crée c'est elle qui entraîne tout le monde en fait, c'est elle qui porte cette saison. Ce que je veux dire, tout en étant dans des super vêtements, super chics, super beaux, super colorés. Non mais c'est ça. Moi c'est ce décalage que je trouve vraiment assez bien réussi dans cette saison. Parce que la première saison justement était assez sombre entre guillemets parce que ça se passe en ville, ça se passe à New York, elle est en costume de travail souvent, etc. Là elle est en Californie, donc déjà c'est super orangé. D'ailleurs dès le premier épisode il se fout de la gueule de Sousa parce qu'il est au
travail, mais il a une chemise hawaïenne, tu vois, parce que c'est la Californie, ils en ont rien à secouer, tu vois, genre en plus c'est la canicule et tout. Et elle a au moins 3 tenues par épisode. Et elle, non seulement elle a 3 tenues par épisode, mais en plus ils tournent ça vraiment ils se font plaisir parce que même quand elle est censée avoir la même tenue, en fait c'est la meuf de Jarvis qui lui dit mais vous pouvez pas sortir comme ça ma pauvre chérie. Oui, voilà. Donc voilà, ils en jouent beaucoup et c'est vraiment c'est Peggy en vacances et du coup voilà. Mais je comprends que Xef puisse être un peu saoulé parce qu'on était avec un produit un peu plus genre espionnage dans les années 50 et forcément t'as que 10 épisodes là-dessus, t'as envie d'en voir un peu plus et là c'est un peu plus romance, c'est beaucoup plus d'humour aussi et ça c'est vrai que ça peut peut-être casser un petit peu le ça me gêne pas, ça fait pur produit des années 60 en fait, ça me gêne pas du tout, mais vraiment moi c'est la romance qui m'a juste gonflé en fait. J'ai l'impression d'avoir 3 épisodes d'affilée en me disant ok j'en ai rien à foutre de savoir qui va pécho. Et c'est juste ça. Alors effectivement, il y a des trucs cool comme, l'intrigue était de base et plutôt intéressante pour ce que j'en ai vu. Le côté Jarvis et sa femme, parce que j'ai vu sa femme apparaître, je trouvais ça super sympa, mais le côté coloré, le côté Peggy super bien habillée, tout ça je kiffe en fait, ça fait vraiment partie de tout ce que j'ai apprécié. C'est juste que j'en avais juste ras-le-bol d'avoir 20 minutes de romance avec ce putain de docteur, à savoir si elle allait le voir ou pas, s'il allait revenir dans son... Tu vois, non là j'arrivais pas, il y a que 10 épisodes, j'ai pas envie de perdre 20 minutes sur ça, je m'en fous en fait. Je veux parler d'un détail justement de ce fameux docteur. Donc en fait c'est une victime d'un des premiers épisodes d'une personne qui a des pouvoirs, on va dire. C'est un dommage collatéral, on va dire. Il se trouve que ce personnage est afro-américain. Et du coup, il y a quelque chose que j'avais bien apprécié dans la saison 1, c'était le côté Peggy Carter. Peggy Carter est une femme, elle est dans un univers d'hommes, elle doit passer ses journées à devoir se justifier que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une sous-personne, et qu'elle a sa place dans l'agence, et que oui on peut lui donner une arme, oui on peut lui donner des affaires, et ainsi de suite. Là, ils ont effacé tout le côté social, le problème social d'une rencontre interraciale, on va dire, ou même de l'existence d'une personne afro-américaine dans une société un peu... là, on parle d'un docteur, donc il travaille avec une grande majorité de personnes blanches, et ils ont effacé le truc. Il y avait aucune subtilité en fait dans l'approche de ce problème en fait. À plusieurs reprises en fait, il va faire des remarques ah oui mais vous savez je suis noir donc je peux pas faire ça. Vous savez je suis noir donc je peux pas sortir dans des grands événements. Alors que dans la saison 1, je trouve que le côté délicat de être une femme et faire certaines choses, sortir sans homme quand on a un certain âge, ne pas être marié, genre de choses, c'était extrêmement bien posé et très subtil. Et là, j'ai trouvé que ils ont essayé de rajouter de la diversité. Donc je sais pas si c'était un cahier des charges ou quoi. Et je trouve que ça a été abordé de façon extrêmement maladroite. D'autres séries moins high profile ont fait ça beaucoup mieux. J'étais un petit peu déçu de cet aspect-là. Je me suis dit ah mince les mecs, vous avez essayé un truc, c'est cool. Et en fait quand ça se déroule, non en fait c'est juste un autre personnage. Il est colorblind en fait, il est ni noir ni blanc ni rien. Ils ont effacé le truc. Ils ont pas, je trouve qu'ils n'ont pas poussé le problème plus loin que juste au premier ou deuxième épisode quand il apparaît et genre ah t'es noir, ah c'est chiant, ouais bon tant pis. Voilà, il passe à autre chose et j'ai trouvé ça un petit peu dommage que... C'est peut-être parce que finalement c'est deux outcasts justement à cette période-là donnée quoi. Il y a une femme et... Ouais, c'est pas de la wine tout le temps, c'est pas ça que je cherche. Non mais ils font pas ça justement. Ils ont choisi de ne pas le traiter. Ouais, alors qu'effectivement avoir je veux dire même dans alors c'est pas la même époque mais même dans Jessica Jones à un moment quand Jessica Jones elle va plaquer Luke Cage, un des premiers trucs qu'il lui demande c'est parce qu'il est noir tu vois, une petite blague tu vois bon alors effectivement c'est pas traité de la même façon, je pense qu'il savait pas comment l'intégrer, peut-être pas l'intégrer mais le traiter là-dedans parce que autour de tout ce qu'il y avait à côté en plus quoi. Parce que finalement, ça peut être un choix aussi, ils ont eu peur. Je pense qu'ils auraient eu peur de faire un truc, de faire une couche supplémentaire de ça, de racisme là-dessus en disant ok, ça aurait pu être trop maltraité et peut-être trop visible en disant ok faut le dire, on l'a dit quoi. Je ne suis pas une femme et je ne me concentre pas sur le gender studies ni rien, mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui l'attention mise dans le traitement de la femme justement et faire en sorte qu'elle ne soit pas objectifiée, ce genre de choses, je pense que les auteurs et les chaînes et les productions font très attention à ça. Et c'est pareil dans d'autres productions oui mais il n'y a pas de souci, c'est pas une question de place. C'est une série créée par des femmes.
Et non, mais c'est vraiment pas un problème. Hein. Je parle vraiment juste de... Il y a d'autres séries où des personnages secondaires, voire tertiaires, je trouve que ce problème-là est un peu mieux traité. Là, on parle... C'est vraiment... il est au générique, c'est un personnage principal, c'est un rôle principal de cette série. Mais c'est un sujet parmi d'autres. Hein, c'est un problème que tu n'aurais pas eu dans la première saison, parce que justement, dans la première saison, le personnage principal souffrait beaucoup du regard des autres. Oui. Et là, dans cette série-là, c'est justement les vacances. Et je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont autres personnages intelligents, tu vois. Ils sont pas en train de se juger, ils sont pas en train de se justifier constamment, quoi. Tu vois. T'as Peggy Carter, t'as le scientifique là dont on parle depuis tout à l'heure, t'as Jarvis. Enfin, tous ces personnages se côtoient, ils sont pas en train de se juger l'un l'autre, tu vois. Ils sont tous un peu dans le même crew, quoi. Tu vois. Tu mets ces personnages-là dans le même bureau qu'il y a dans la saison 1. Mais alors là, ils se font fusiller du regard tout le temps et pareil, tu vois, c'est plein de petits Peggy Carter finalement, tu vois. Ma théorie rejoint un petit peu ce que dit Gaylor dans la mesure où en fait, effectivement, déjà, les personnages ne sont pas justement plongés dans une situation qui fait qu'ils seraient remis en cause parce qu'ils sont d'un genre différent, parce qu'ils ont une couleur de peau différente ou quoi que ce soit. Effectivement, ils sont entre scientifiques. Stark, il dit tout le temps que ce docteur-là, il est super intelligent, etc., qu'il adore bosser avec. Bon, ben, point barre, effectivement. Et puis, Peggy, elle en a rien à secouer, la preuve. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le traitement, justement, un petit peu social est beaucoup plus fin et assez différent par rapport à la saison 1. Comme vous disiez tout à l'heure, la saison 1, Peggy, elle se justifie souvent, elle se défend souvent, elle utilise les armes des femmes, hein, puisqu'il y a ce moment où, pour justifier de se barrer du bureau, elle explique qu'elle a ses règles et t'as tous ses collègues qui sont dégoûtés, qui disent vas-y, casse-toi. Voilà. Dans la saison 2, elle est plus du tout en train de se justifier, elle est beaucoup plus, elle rentre dedans, etc. C'est des petites phrases par-ci par-là, à un moment où Stark veut faire du cinéma et il lui dit ah mais je suis sûr que je pourrais vous trouver un rôle et tout, genre une petite danseuse de saloon ou quoi que ce soit, parce que c'est dans un décor de western. Et là Peggy qui dit moi je préférerais carrément être le cow-boy, et là Stark qui lui dit je pense que ça vous irait comme un gant. Donc elle a déjà des démarches et des remarques, etc., où il n'y a plus personne qui ne peut lui dicter quoi que ce soit. Le fait effectivement de ne pas avoir de vraie hiérarchie au-dessus d'elle, ça peut aider. Mais voilà, de toute façon déjà la question, on va dire, sociale de la femme, elle est traitée de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus badass, donc dans le genre où moins de justification, etc. Donc je pense aussi que peut-être il y a eu envie de moins se porter sur ces questions-là et juste se porter sur l'intrigue principale et la science-fiction. Et aussi parce qu'il y a plus de femmes. On parlait de la femme d'Edwin Jarvis, et aussi on n'a pas encore parlé, mais aussi du grand méchant de cette saison 2. La grande méchante. Madame Masque. Voilà. Un des personnages les plus intéressants de cette série. J'ai trouvé très très bien ce personnage. Et le retour de Dottie là. Ah ben oui. Putain, le spoil. C'est normal, et elle est au générique. Bon, et puis ça fait 3 mois que la série est terminée. Je voulais le placer. Mais non, il y a des personnages féminins partout, elle défonce tout. Et voilà, et du coup, il y a en plus. Elle fait pas trop pièces rapportées, genre pas obligatoire. Qui ça Dottie elle au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Oui. Et elles font pas. Oui. Et c'est pas, ça fait pas. On a mis des femmes parce qu'il fallait mettre des femmes. Voilà. Non, c'est pas du tout le cas. Là, elles ont chacune leur utilité propre, etc. Même en ce qui concerne Dottie, c'est un moment où Peggy Carter a besoin d'aide et elle a pas le choix parce que la personne la plus qualifiée, c'est son ancienne ennemie entre guillemets. Et ce qui rend le personnage et les interactions assez délectables. Voilà. Même la backstory de la méchante, sans rentrer dans le détail, est pour le coup assez bien léché. Oui, ça la rend. Cette façon qu'elle a de casser des bouches à tous les hommes qu'elle voit autour d'elle, avec son pouvoir. Oui, et puis il y a ce côté femme blessée qui est souvent quelque chose d'assez inspirant, puisque je rappelle que la majorité des héroïnes de chez DC Comics sont des femmes blessées par des hommes. Donc c'est quelque chose qui a toujours été assez présent dans les intrigues concernant les femmes dans les comics de manière générale. Effectivement, Madame Masque, c'est le genre de femme qui, elle est mariée à un futur sénateur, elle est actrice, on n'arrête pas de lui faire remarquer qu'elle vieillit. Qu'elle est là uniquement pour faire joli pour son mari, qui lui promet qu'il lui fera un enfant une fois qu'il sera élu. Donc le genre de situation pas extraordinaire, sachant tout le potentiel qu'elle a, parce que c'est une femme qui en fait est extrêmement intelligente. Et donc il y a cette espèce d'ambivalence totale et qui l'amènera au bord de la folie via tout un tas de twists divers et variés. Et donc, si vous avez le courage d'arriver jusqu'à la fin de la saison, vous verrez cette ultra malaise scène de comédie musicale qui n'a rien à faire dans cette série. Mais il faut arriver jusque là. C'est la fin de cette émission. Parce que c'est là qu'ils se sont dit on sera pas renouvelé, on fait ce qu'on veut. Rien que pour ça, je vais regarder la fin de ça. Ah non mais cette scène elle est vraiment ouf. Comics Podcast numéro 48, c'est fini, c'est une émission Radio Kawa que vous pouvez retrouver sur internet, sur iTunes et sur le site officiel radiokawa.com, rubrique culture et art.
Merci. Si jamais d'avoir votre écouté cette montre émission. est décalée de 20 minutes, effectivement, cette émission a duré 1 heure. Oh, Mais si ça vous va. êtes à Et on l'heure, s'est bien cette démerdé, émission a duré 1 heure. Franchement, on s'est bien démerdé. Je trouve les que 20 c'était minutes d'hors sujet d'Eric, quoi. C'est tellement bien. On va dire merci à nos chroniqueurs. Merci Lucille. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur Twitter, @luxbox, sur Radio Kawa, Allo Central, tout ça. Et c'est un peu enfin Radio Kawa, en fait tout le monde se connaît, tout le monde passe d'une émission à l'autre, c'est un peu... C'est comme, écoute, c'est comme le Marvel Cinematic Universe. Exactement. Tout le monde passe chez quelqu'un, il y a Je des fais de crossovers. l'intérim, chez Radio Kawa. Vous avez une petite chronique? Moi je vous prends une petite Et là, chronique. accroche-toi allez. pour suivre. À très bientôt Lucille. On va dire au revoir à Zef. Au revoir, merci à toi. Et on va... On te retrouve nulle part, on s'en fout. On te Et retrouve toi, on où sait On en pas a où rien t'es, à en branler. fait. On te retrouve On où me retrouve dans ton cul tous les samedis soirs. Tous les samedis. Ouais. Non, tous les samedis. Une fois tous les samedis du mois, tous les premiers samedis du mois. On me retrouve sur la Ligue des joueurs ordinaires. Voilà, merci. Sur Radio Kawa. Sur Radio Kawa. T'as le malaise. Et on va te dire merci Zef. Et merci à Gaylor. Mais Enfin, pas et merci, mais merci à Gaylor. de rien, merci à toi. Où te retrouve-t-on? Et ben écoute, j'ai parlé de quoi la dernière fois? Facebook, Twitter, j'ai un compte Instagram. Non, ton adresse perso. Non, Oui, non, ça bah, sera oui, dans tu- plusieurs émissions ça. J'ai un compte Instagram, j'ai Lolu. Je poste des images de comics et de manger. Oui. Voilà. Il faut le Je regarder like aussi. les photos de French Toy Love. C'est ça? Ah oui, Ah, absolument. transition. Bien joué. Non, faut regarder les Twitch de Gélolu sur Binding of Isaac surtout. Tu fais des Twitch? Tu fais des Twitch sur Isaac? Eh ben maintenant je vais en faire. C'est bon ça. Et Oui, enfin- je joue beaucoup à Afterbirth, ouais, qui vient Ok. à peine de sortir sur PS4. Ah, Ne me d'accord. juge pas. Ferait tuerie, hein, putain. Mais bon, plus en Non, multi. en Mais oui, c'est trop bien. Et enfin, on va dire au revoir à Joe, notre réalisateur. Oui, tout à fait. Vous me retrouvez sur une vraie radio tous les soirs. De Quelle 19h à 23h sur Le- WeFM Cocktail. La ventilation 4 coups là. Et moi, vous me retrouvez @EKIK sur Twitter et c'est déjà pas mal. Hein. Ton pseudo c'est Pas quoi mal. quand tu joues à EK, Street Fighter EK. 5? C'est pas Kuroike? Ah, EK The Black Mage. Ah, Oh, et, putain. et Non, j'ai changé. juste pour préciser, parce que c'est vrai que j'ai besoin de nom de French _toy _love, c'est mon petit Instagram de photos Ouais. de jouets. Merci Très Gaylor. chouette photo. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour plein de comics, plein de séries, plein de films les plus intéressants. On les tease uns de que quoi on les parle autres. ou pas? Pardon. La prochaine. Bah ouais, parce que du coup les 49. Faut teaser. Je oui. crois qu'on parle de Tu teases ou pas Preacher, un truc comme ça. Non. Non, mais je les ai notés quelque je part. sais. 49, c'est quoi? Ah oui, Walking Dead. Une spéciale Walking Dead. Voilà, et il y aura plein de spoilers, donc faites attention, on parlera à la fois des jeux vidéo, on parlera à la fois des comics, on parlera des deux séries dérivées, du jeu de plateau, des jeux mobiles, je vais répéter tout ce que je vais dire. Et du coup, il y aura Des plein de live chroniqueurs, tweets. donc Ouais, venez soutenir vos chroniqueurs plus de préférés. comics que de séries. La pièce de théâtre aussi on parlera. La pièce de théâtre, la comédie musicale, Oh la dont vache. j'ai acheté le CD avec Hugh Jackman dedans Le et spectacle, Eli Chouraki. le spectacle sur glace aussi. Je suis méga chaud. Oh putain. Walking Dead on Ice. À ce moment, tout le monde a bondi. What? C'était tellement Oh, naturel. je suis méga chaud pour ça, Walking Dead. Avec Jackman et des shows. What are you want? Ce serait génial. Ok. Allez, à Le dans parc 2 d'attractions. semaines pour la 49e émission. Bye bye.